Bonsoir le stream et bonsoir, bienvenue dans House of Sports, votre émission hebdomadaire sur le stream 22h30 minuit même, on va peut-être déborder un petit peu et je suis toujours là accompagné par les membres éminents de la First Team. Je vais commencer par Thomas. Comment ça va Thomas? Ça va super, je suis ravi, c'est une très belle journée aujourd'hui puisque nous fêtons toujours l'anniversaire d'Erwan. J'ai l'impression que ça fait 3 jours qu'on en parle, mais je suis ravi d'être là parmi. Ok, il vient de niquer mon lancement. On dit bonjour à Paul. Salut Paul. Ça va les gars, un peu fatigué pour ne rien cacher au chat. Mais pourquoi je sors de mon entraînement de basket. Je suis venu en courant de Boulogne pour venir à Levallois et je suis en pleine forme. Un peu fatigué, mais on va faire le travail. Bon, arrête, toujours département 4. Oui. Fatigué de quoi Pas déconner. Eh bien sûr, il vient de le dire juste avant, donc je garde la surprise du dernier invité. Bien sûr, c'est l'anniversaire d'Erwan à Botrette. Aujourd'hui, bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire, ça fait plaisir. Merci. Comment ça va Erwan Ça va bien, je suis là depuis 6h30 du matin parce que j'ai fait la matinale, donc j'ai fait la première émission de la grille et la dernière émission de la grille. J'attends que quelqu'un batte ce record là, hein, quand même, parce qu'à part Nagui qui présente le Téléthon, j'ai personne. Hein. Et on accueille en dernier invité quelqu'un qui officie, qui est le patron des pistonnets aussi de l'équipe de la First Team, Emmanuel Moine. Salut Emmanuel. Salut les amis, ouais, belle casquette. J'ai une pensée forcément émue pour ta casquette. Et on m'a dit que je remplaçais Stéphane Brun cette semaine. J'étais absolument pas prêt, ça va être très compliqué. Non, mais non, ça va très bien se passer. Spécialisé sport mécanique, football, aussi, ouais. Et omnisport aussi, bien évidemment. Ouais, on aime le sport. Bah, ça tombe bien que ce soit omnisport. On aime la vie. On aime la vie, bien sûr, ça tombe bien. Omnisport, parce qu'aujourd'hui, forcément, il va y avoir du basket avec notre équipe de France en championnat du monde, du MotoGP, du Neymar, du comeback, du volleyball. Et on va tout de suite commencer par une flopée de news. C'est parti, c'est les news. Et c'est moi qui vais commencer ces news avec une petite vidéo, un buzzer beater extrêmement stylé en WNBA pour ses tours de play-off de Dearica MB, meilleure 6e joueuse de la WNBA. Normalement, c'est une petite vidéo que Rizzo va pouvoir nous envoyer, un buzzer beater un petit peu... Enfin, très spectaculaire, mais un petit peu bizarre quand même. On voit Chicago qui perd la balle, c'est récupéré par Las Vegas. Wow. Boum. Alors, incroyable. Je crois même qu'on a une deuxième petite vidéo qui est faite en caméra fantôme, en replay. Il n'y a rien qui va dans cette action. Hein. Ricano, il a changé. Oh la vache. Pour l'instant, on va rester dans la beauté du sport. Oui, on va revoir la petite vidéo au ralenti, c'est la vidéo juste en dessous, le lien juste en dessous. Voilà, là, je sais plus comment on appelle ça déjà, la fantôme. Bon pas. Fantôme. Ça fait honteux. Elle fait n'importe quoi parce que les filles vont forcément venir faire faute sur elle. Regarde l'appui de la cheville, elle a fait se péter la cheville. Donc là, il reste quand même 5 secondes, elle a moins 2, elle prend un tir milieu de terrain, parce qu'il y a un très mauvais choix. Oui, il reste 5 secondes, donc c'est un très mauvais choix. Mais bon, au basket, ce qui est bien, c'est que quand ça rentre, c'est toujours un bon choix. Voilà. Au basket, par contre. Elle intercepte la balle, il lui reste 7 secondes à jouer, elles ont 2 points de retard, elle balance la balle, je ne vais pas dire n'importe comment parce que c'est ce qu'elle veut faire. Avec du toucher. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait mieux à jouer? Je pense que oui. Peut-être faire je sais pas. En tout cas, après, c'est un moment de folie où tout va vite, mais on sait que dans ces fins de match, mais la première énorme erreur, c'est notre ami des Sparks de Los Angeles, donc la meneuse jaune, qui elle mène de 2 points. Chicago. C'est Chicago. Il y a du jaune. La meneuse de Nantes. La fille de Jo Saint-Gobain. Il y a plus 2, donc forcément les filles elles vont venir faire faute sur elle, donc elle n'a pas à se débarrasser de la balle. Et là, elle fait le pire truc au basket, elle saute en l'air, donc elle est obligée de lâcher la balle. Elle fait une passe cata, interception, belle sanction derrière. Est-ce qu'on peut revoir l'action, mon petit Rizzo, pour savoir si elle joue la faute? Est-ce qu'elle joue la faute? Ouais, parce que la toute première. C'est vrai que tu as raison parce que est-ce qu'elle joue pas la faute? Est-ce qu'elle lance pas le ballon un petit peu n'importe comment pour jouer la faute? Parce que l'autre elle va attraper ça. Mais c'est bizarre de la faute en sautant. Regarde, on va voir. Elle lui attrape le bras. Intercepté. Là. L'autre elle veut faire faute en fait. Elle veut faire faute. Je pense qu'elle. Après sa réaction derrière. Moi je pense qu'elle évite au contraire. Elle veut faire gagner du temps au chrono et elle veut éviter la faute. Alors j'ai pas ses pourcentages lancés francs. Peut-être qu'elle est cata, mais j'ai l'impression qu'elle sent peut-être la main de son adversaire et dans ce cas-là elle balance la balle pour avoir les trois. À ce moment-là, Tom, tu sais que les mecs, en général, et Paul aussi, tu le sais, même à ton niveau, ils doivent faire des fautes comme ça. En prenat, ça suffit. En N2, ouais. Et, ils viennent et on fait des grosses fautes, même limite, on ceinture. Donc là, c'est des fautes évidentes. Là, se débarrasser du ballon dans ces moments-là. Tom, toi qui es le seul meneur autour de cette table, est-ce que. J'ai été meneur. C'est vrai. Je l'ai vu en plus en stage quand j'avais 14 ans, ce qui est une histoire vraie. Non, est-ce que quand on est meneur comme ça, on doit
lâché la balle. En fait, moi, je me pose la question, pourquoi on fait un débat sur cette vidéo? On peut passer à autre chose? On peut passer à autre chose, c'est cash, et on passe tout de suite avec la petite news d'Erwan. Erwan, on va nous parler Argentine, je crois. Ouais, je vais vous parler Argentine, mais pas que, malheureusement. Un ami à toi, Manu, toi amoureux du football et des artistes, c'est Diego Armando Maradona, véritable dieu en Argentine, et même des années après, quand Diego Maradona prend une équipe de foot, là en l'occurrence c'est l'équipe Plata, donc bonne dernière du championnat argentin. Oui, mais voilà l'ambiance qu'il y a pour la présentation et juste avant l'entraînement. Donc voilà, en Argentine, l'aura qu'a encore Diego Maradona, on se souvient, l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire. Malheureusement, quand il est coach, ça se passe beaucoup plus mal. Donc il a pris cette équipe sur son équipe. Premier match, défaite contre le Racing, qui est le champion de titre. 2-1. Et Maradona, à la fin du match, a dit qu'il était content de l'attitude de ses joueurs, mais honnêtement, Manu, Diego Maradona est un grand joueur, mais est un piètre coach qui ne vit que sur l'émotion. Et dans le haut niveau, il faut un peu de technique quand même. Et surtout, on voit toujours qu'il a physiquement, c'est de plus en plus inquiétant, quoi. Ah, c'est difficile, hein. Tu sais que son interview le jour de la présentation, elle fait vraiment de la peine. Et d'ailleurs, tu sais, d'habitude, on dit toujours j'aimerais finir ma carrière ici. Lui, il a juste dit j'aimerais finir ici. Non, mais c'est un peu triste, mais c'est la vérité. D'ailleurs, il a pris l'équipe Plata, donc on avait lui dire gros, prends plutôt le plomo que le Plata, quoi. Ah, il l'a fait. Bravo. Il l'a fait. Je pense qu'il fait pas les ateliers avec ses. Il est rarement dans le 7-7. Il doit faire les tennis ballons, quoi. Il doit faire les collations, quoi. Sauf que les joueurs n'ont plus rien à la fin. Oh non, la Mon petit Paul, là, on a encore vécu un grand moment de sport collectif français là tout à l'heure, si je ne m'abuse. Ouais, Steph, on avait parlé la semaine dernière, mais on va parler un peu du volley parce qu'il y a quand même mine de rien l'euro, je sais pas, on dit pas l'euro volley, pas comme l'euro basket, le championnat d'Europe de volley qui se déroule en ce moment en France. Alors c'est dans plusieurs pays différents, mais la France joue sa poule en France et les phases finales sont en France. Excuse-moi, je vais te couper tout de suite. Je vais juste demander au chat parce qu'on a bien participé avec le chat. Est-ce que le chat était au courant qu'il y avait C'est une très bonne question. le championnat de France, le championnat d'Europe de volley en France? Parce que là, au niveau communication, la Fédération française de volleyball. Tu peux pas faire pire en fait. Alors, oui, non, pas mal de noms quand Après, même. ils avaient 450 € pour communiquer au niveau national, c'est compliqué quand même. On rappelle qu'il n'y a pas d'argent du tout dans le volleyball. Hein. Donc, excuse-moi, Polo, de t'avoir coupé, mais effectivement, je me rends compte que. C'est du 50, voire du 60-40. Non, mais c'est quand même un championnat d'Europe d'un sport avec énormément de licenciés en France. Et c'est un beau sport à regarder. C'est un très beau sport à regarder. Moi, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est forcément, vu qu'il y a un filet, un sport collectif sans contact avec l'adversaire. C'est bon, voilà. Et je trouve peut-être que des fois c'est un peu tout le temps la même chose, un peu comme le tennis. Mais après, dans ce cas-là, tu pars comme le basket, tu lances la balle dans le panier. C'est vrai que c'est pas un sport qui me donne tout de suite envie de regarder. Alors peut-être que je suis un peu aussi comme vous sur le chat. Mais voilà. En tout cas, grosse performance des Français parce que là, ils devaient affronter un gros morceau. C'était la Bulgarie. Après avoir joué 3 premiers matchs plutôt faciles pour eux, ils ont tapé la Grèce, la Roumanie et le Portugal. C'était un premier vrai test ce soir face à la Bulgarie et un test qu'ils ont passé les doigts dans le nez puisqu'ils les ont tabassés tout simplement. Une des références mine de rien en Europe, la Bulgarie, pas les meilleures mais une des belles équipes, et ils les ont battus 3-7-0 en à peine une heure et quart de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la compétition, l'équipe de France, qui a donc joué 4 matchs, a passé 4h34 sur le court. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi je trouve ça aberrant. C'est un peu plus d'une heure par match, c'est rien du tout. Ils n'ont pas perdu un set les 4 matchs, du tournoi. Les 4 matchs 3-7-0. Ils jouent en plus sans Erwin Ngapet qui est un peu blessé aux côtes, qui du coup prend son temps pour revenir. Laurent Tilly, le coach, a dit qu'il pouvait revenir, mais visiblement ils n'ont pas besoin de lui pour l'instant. Là, dernier match de poule face à l'Italie, qui elle aussi a gagné tous ses matchs. On verra, ce sera un test. Ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, tout va bien. L'équipe de France régale, elle joue chez elle. À Montpellier, la salle est toujours bondée, c'est plus de 5000 personnes à chaque fois. Voilà, donc rendez-vous en 8e de finale. C'est important de gagner ce dernier match contre l'Italie pour avoir un 8e de finale plus facile. Éviter de croiser avec les Russes, quoi. Voilà, les Russes et les Polonais. Les Russes et les Polonais qui sont favoris. Les Russes tenant du titre et vainqueurs de la Ligue mondiale, et les Polonais champions du monde, eux, ce sera une autre affaire. Et on rappelle que c'est diffusé gratuitement et c'est sur l'équipe 21, sur l'équipe TV. Ça change la chaîne L'équipe, plus exactement. J'ai dit c'est trop long, tous les deux dans les mecs. Et ça, pour le coup, c'est Meta World Peace, quoi. À l'image du Giro, sur le vélo, un sport que je connais un peu mieux, c'est quand même agréable d'avoir des belles grosses compétitions de sport comme ça sur une chaîne gratuite, en fait. Je suis quand même curieux de voir les audiences. J'ai l'impression que personne n'en parle. C'est une impression peut-être. Mais là, je
je suis un peu interloqué parce qu'il nous dit c'est un peu comme le vélo, mais il n'y a pas la Vuelta qui s'est terminée, Polo. T'as pas envie d'en parler aujourd'hui? La Volta s'est terminée, une belle victoire de Primoz Roglic, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à regarder en libre demain midi, vers midi, sur la chaîne First Team Sport. Voilà, Bravo, c'est Polo. comme ça qu'on fait de l'autopromo de façon discrète. On passe maintenant à Manu qui voulait Ça nous s'appelle plus parler. l'autopolo, ça s'appelle l'autopolo. Il y avait Nando de Polo en équipe de France de basket, il y a l'autopolo. L'autopolo, c'est un jeu de tirage au sort annuel, frère. L'autopolo. Manu qui ça voulait régale. nous parler de cette avancée technologique Du 83. assez controversée, Du 83. la VAR. Ouais, la VAR qui a encore fait des misères quand même cette semaine, ce week-end même, on peut le dire. Nous, on avait pris le parti sur la classe foot de se dire. La VAR elle est en place, donc on arrête d'en parler, c'est un fait, c'est comme ça aujourd'hui. On a eu un week-end passablement catastrophique. Tu as eu 2 matchs notamment où il y a eu des couacs, Saint-Toulouse, où il y a 2 buts qui sont enlevés. On va dire c'est le charme du football qui meurt un petit peu, parce que grosso modo tu as un peu la cruauté du système avec un public qui fête son but, enfin qui fête les 2 buts, qui croit à la victoire et qui finalement doit rentrer un petit peu bredouille. Moi ce qui me rend fou, c'est que la justice, on nous avait dit si tu veux avec la VAR que ça allait notamment réduire la faim dans le monde, arrêter toutes les guerres, etc. Et je trouve qu'en fait, le sentiment de justice n'est pas du tout gardé, en tout cas, puisque si la VAR était effective sur les 2 buts refusés à Berić, elle a pas vu l'énorme penalty qu'aurait dû subir notamment notre ami, comment il s'appelle déjà, Johan Cabaye, c'est ça, ouais. Sur Gradel, il y a faute de Johan Cabaye, Gradel. voilà. Donc ça, c'est encore c'est l'épiphénomène, on va dire, sur ce match-là. Et puis après, Préparation pour la coutume de rugby. Hein. Ouais, voilà. T'as un Brest-Rennes aussi qui a été fameux, parce qu'en fait, si tu veux, Rennes a marqué un but, mais qui est entaché d'une faute de l'attaquant Sibacheu. C'est Brest. Hein. De l'attaquant Sibacheu. Et si tu veux, en fait, il y a eu tout un. Encore une fois, un imbroglio, en fait, si tu veux, où les joueurs de Brest ont dit qu'ils ne recommenceraient pas le match si l'arbitre n'allait pas voir. On fait une cohette 82. Je me permets, merci pour les mots d'anniversaire. Hein. Bon anniversaire, homme chauve. Bravo. Par contre, c'est un anniversaire, donc bon anniversaire. BO2NE. T'es toujours avec mon pote Ali Babouche. Hein. Non, mais vraiment, je te le dis pour toi, tonton, parce qu'un jour, t'auras une meuf, ou peut-être t'en as une, et si tu lui dis bon anniversaire avec 2 NE, je te jure, tu vas pas marquer des points. Qu'est-ce que t'es bon. Oh, Non, mais c'est vraiment un vrai concept. Par contre, homme chauve, ça me fait rire. Je kiffe ma coupe, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, le bon anniversaire, c'est quoi? B-O-N, ça c'est pas de N, c'est un Mais dis, anniversaire. au pire, mais joyeux. Joyeux, Ouais, voilà. Ou alors, encore mieux, tu mets happy birthday. On s'en croit que t'es bilingue. Et donc, du coup, juste pour finir sur ce super match entre Brest et Rennes, qui c'est vrai avait un lien en plus avec ton anniversaire. Grosso modo, si tu veux. Parce que je suis né là-bas. Parce que t'es né là-bas. La bête de Brest. Ça peut être vrai. La bête de Brest, Et donc, si tu veux, t'as vraiment un sentiment absolument cruel et t'as même, on va dire, une jurisprudence. Je sais que c'est Ménez qui a dit ça, la jurisprudence Brest, c'est-à-dire des joueurs qui refusent la décision tant que l'arbitre n'est pas allé voir cette foutue vidéo. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils ont refusé de recommencer à jouer. Aujourd'hui, t'as Pascal Garibian, je crois le patron de l'arbitrage en France, qui s'est complètement galvaudé en disant non. En fait, ils ont pas mis la pression. C'est lui qui discutait avec le camion. Bref, c'est une énorme purge. Et surtout, le problème, c'est que cet outil que je n'ai jamais défendu, mais à qui on m'a expliqué à chaque fois que c'était censé faciliter le travail des arbitres, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça les fait vraiment passer pour des cons. Puis même encore hier soir, hein, avec le penalty accordé à Monaco contre l'OM, qui est ridicule. Mais surtout, ce qui me choque, c'est que tout le monde en plateau et les commentateurs, c'est normal, il y a penalty. Non, les gars. En plus, il y a Habibey qui a été joueur. On peut pas donner penalty là-dessus. Le ballon frôle la main. Oui, alors là, parce qu'on est bête et méchant, mais le ballon frôle la main, ça ne gêne pas Slimani dans sa volée, ça joue. Personne demande quoi que ce soit. Et là, on a un arbitre qui va faire le geste. Donc on oublie maintenant l'essence du jeu, l'âme du jeu. Voilà, on fait de la gendarmerie et c'est bien dommage pour le football parce que on arrive à de plus en plus de situations complètement ubuesques. En termes de, excuse-moi, en termes d'émotion, le match de Saint-Étienne, c'était trop avec les 2 buts de Berić. Ils doivent gagner, quoi. C'est trop. Après, dans les faits sont les faits. Le hors-jeu, il est minime sur le premier but, je crois, c'est presque ridicule, mais c'est les faits. Il y a hors-jeu. Mais c'est vrai que dans l'émotion, c'est terrible, quoi. Puis les arbitres de touche, ils prennent plus de risques maintenant, ils l'avaient appris, Mais ils s'en trop non plus. Ils s'en trop non plus quand tu réfléchis. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont complètement. On les déresponsabilise, on va dire, avec. On les a émasculés. Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc là, je crois qu'il y a peut-être des petits soucis techniques, mais là, c'est indépendant de notre volonté. Hein. Je pense que c'est un petit problème de connexion qui vient d'ici. Alors, j'ai peut-être un petit avis là-dessus, mais si on fait vraiment vite fait, la VAR en Ligue 1, pour toi, Manu, c'est pour ou contre? Ah, moi, je suis contre, totalement. Tu l'as toujours dit, ouais. Bah moi, ça fait quoi, 1 an et demi que c'est mis en place? 2 ans?
2 ans, Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'on en parle beaucoup trop, donc je suis contre. J'étais plutôt pour. Et après 2 ans, je suis clairement contre. Ça prend le pas trop sur le sport et sur les émotions. Thomas. Moi, j'étais 100% pour. Ouais. Mais vraiment 100% pour. Je pensais que ça allait changer beaucoup de choses. Alors, je pensais d'abord au but accordé, plutôt avec la ligne. Je pensais au hors-jeu. Ça allait aider les arbitres. Et c'est vrai que la réalité, 2 ans plus tard, alors que c'est en Ligue des Champions, en Ligue 1 et dans les grandes compétitions internationales, c'est qu'on en parle énormément et que ça n'aide pas les arbitres. Et que, mine de rien, avant, on pouvait se faire niquer par un arbitre parce qu'il était payé. Maintenant, c'est toujours le cas, mais avec la vidéo. Donc, ça revient exactement la même chose. Donc, Avant, tu payais un arbitre, maintenant, tu payes un camionneur. Et Polo, Moi, pour toi j'étais 100% pour et sans être aussi radical, moi, je pense qu'elle gagne à être mieux utilisée, à ce qu'il y ait plus de communication, peut-être plus de pédagogie, que les joueurs comprennent comment ce soit utilisé, que les supporters, les gens comme vous et moi qui regardons, comprennent comment elle est utilisée, comment elle peut être utilisée, quand elle peut être utilisée, et que voilà, aussi que les arbitres s'améliorent dans la manière de l'utiliser aussi. Je pense que on est encore en phase crash test, expérimentale. Je la condamnerai pas tout de suite. Moi aussi, j'étais 100% pour au début. Là, si on me demande mon avis aujourd'hui, surtout après ce week-end, on en a encore beaucoup parlé, j'aurais tendance à être contre. Mais j'ai quand même envie. Au rugby, ils ont réussi. Dans tous les sports américains, ils l'utilisent à foison. Pourquoi pas dans le football ? Qu'est-ce que vous pensez du challenge ? Eh ben, de toute façon, Toi, tu aurais fait un challenge ? C'est-à-dire que plutôt que l'arbitre, on lui dit tennis par exemple, est-ce que c'est pas aux équipes, on dit que tu as un challenge par mi-temps, je te dis une connerie, et lorsque tu sens que c'est un peu litigieux, tu vas regarder. Pourquoi pas mais ça va pas hacher le jeu un peu, c'est la même manière que le temps mort qui existe, on va dire, en basket. C'est deux philosophies qu'on va le challenge, il y a un problème, il y a un problème, je vais regarder, ça dure 10 secondes. C'est pas allô, oui, bon, peut-être. Et s'il reste 3 minutes et que tu as une action litigieuse, mais admettons que tu sais qu'il n'y a pas faute et que tu as besoin de gagner du temps, casser le rythme, est-ce que tu vas pas dégainer cette carte-là ? Ça change rien, c'est des limites, tu l'enlèves. C'est énormément le chrono. Est-ce que c'est pas simplement une question aussi d'habitude ? Ça fait longtemps que c'est dans le rugby, ça fait longtemps que c'est dans les foot US. Là, c'est quand même tout jeune. Après, moi, j'avoue que je suis toujours pour. Pour moi, en gros, c'est soit il y a faute, soit il y a pas faute. On peut pas laisser la place. Tout à l'heure, je voyais un message disant oui, s'il y a 1 millimètre de hors-jeu, il faut quand même laisser l'action. Ouais, mais alors après, dans ce cas-là, on va dire s'il y a 1 centimètre, il faut laisser l'action. S'il y a 10 centimètres, il faut laisser l'action. Dans ce cas-là, on n'en finit jamais. S'il y a hors-jeu, s'il y a une position de hors-jeu, il y a hors-jeu. C'est un peu manichéen. Mais je l'avais dit dans la classe foot, c'est que finalement les footballeurs, ils arrivent toujours à trouver la jurisprudence d'un règlement, à toujours apprendre le contre-pied d'un règlement. Est-ce que c'est pas la mentalité et c'est ce qu'ils ont exactement fait avec la VAR. Et avec la VAR, ils en jouent, ils en surjouent. C'est-à-dire maintenant, dès qu'il y a le moindre litige, tu vois des grands mecs faire des grands carrés avec leurs mains. C'est ridicule. Des rectangles. Et des rectangles, des carrés, écoute, ça dépend. Verratti peut faire que des carrés, lui, avec ses petits bras. Et bon, en fait, c'était censé amener beaucoup plus de fluidité dans les matchs, et c'est pas du tout le cas. Et honnêtement, des fois, tu passes 10 minutes devant des matchs. Et en rappelant quand même qu'on paye assez cher pour regarder, que ce soit l'Angleterre, la France, la Ligue des Champions, et tu te retrouves des fois pendant 10 minutes, un quart d'heure à regarder des matchs, on fait, mais il se passe quoi en fait ? Et parce que tu as déplacé le problème en fait. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une machine, on va dire, qui te montre une soi-disant réalité, parce qu'on rappelle que le révélateur, par exemple, sur hors-jeu, ne révèle justement pas la réalité ou pas tout à fait. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne laisse plus la place à l'interprétation d'un arbitre. À l'erreur, quoi. On va prendre la règle et on va l'appliquer à la lettre, tu vois, et sans prendre en compte l'esprit de la règle. Et c'est à ça que sert l'interprétation humaine, et moi, c'est ça que je trouve charmant dans le football. Elle existe encore quand même, l'interprétation des arbitres. Ouais, donc en gros, faudrait soit la dégager, soit on la respecte. Mais le problème, c'est que tu la dégages au bout de 2 ans, c'est un terrible aveu d'échec, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on ferme le chapitre sur la VAR parce que là, je crois qu'on a quelque chose, une belle histoire, peut-être du comeback. Alors, une belle histoire, c'est une bonne question. Alors oui, j'ai sélectionné un truc parce que comme ça peut nous ouvrir à plein de trucs, à plein de petites questions. D'ailleurs, vous pourrez répondre vous aussi en commentaire. Vous connaissez évidemment la plus grande les tenniswomen belges de tous les temps. Vous la connaissez ? Belge, Justine Hénin. Ouais. Justine Hénin. Mais la deuxième. Kim Clijsters. Absolument, c'est elle dont on parle. Puisque madame, 3 enfants maintenant, fait un deuxième comeback, Kim Clijsters, qu'on a connu dans ses plus belles heures au début des années 2000. On se souvient d'elle évidemment en tant que compagne de Lleyton Hewitt, l'Australien. C'était une superstar. Elle a été première numéro 1 mondiale 4 fois dans sa carrière. Elle a gagné 4 fois l'US Open, 3 fois l'US Open, pardon, une fois l'Australie, 2 finales de Roland Garros, une fois demi-finale
demi-finale à Wimbledon. Elle a gagné aussi en double. Bref, Beau une palmarès. carrière incroyable. Elle s'était arrêtée en 2008. Elle revient en 2009. Alors qu'on la regardait, on voit avec sa fille. Et boum, elle gagne. C'est la première maman à gagner l'US Open. C'est des stats assez Avec sa fille incroyables. dans les bras, c'est un truc de ouf. Elle a c'est une été performance élue, dingue. madame a été élue 8 fois joueuse la plus fair-play du circuit, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi les fautes. Oh, bravo. Merci. Non, mais elle était adorée. elle était adorée. Je place aussi qu'elle a gagné quand même 24 millions de dollars dans sa petite carrière, 41 titres, 19 finales perdues. Bref, voilà toutes ces infos. Et donc, madame a décidé de revenir encore une fois. Regardez, elle a annoncé ça dans une petite vidéo sur Twitter. Elle a 38 ans. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Ceux qui sont dans un délire un peu contre elle, on va dire, c'est d'un point de vue médiatique, parce que son retour à l'entraînement depuis 6 mois est filmé, et donc on imagine voir un documentaire sur elle, et donc on imagine que c'est une affaire de gros sous. Malgré tout, de voir les meilleurs joueurs, joueuses de leur sport revenir, c'est toujours un truc un peu excitant. Donc j'ai hâte de voir ça. 36 ans, pardon. 36 ans, excusez-moi. Ce qui va valider, gros sous, pas gros sous, peut-être que derrière, avec le marketing, elle va essayer de le vendre, mais ce qui va valider ce retour-là, c'est les résultats. Absolument. Et elle n'a pas besoin de gagner un nouveau Voilà. Grand Chelem, c'est juste d'être performante. Mais t'as une réalité aujourd'hui, c'est que t'as pas de monstre sur le circuit WTA. T'as pas une nana Pas de monstre médiatique, qui enquille tout. Pardon. t'as Serena Je dirais encore. énorme. On arrête le marathon. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas dans les pistonnets. Tu vois, Il y a Serena Williams quand même. Voilà. Oui, mais je crois que Serena qui n'a pas gagné depuis son comeback. elle a perdu en Elle n'a pas finale. gagné un tournoi, je crois, Elle a perdu en depuis son comeback. Je crois, Mais que bon, ça reste le monstre. je crois que la dernière à avoir enchaîné 2 grands chelems dans la même saison, c'est Kerber en 2016. Ça te montre bien que c'est ouvert quand même sur ce circuit-là. Oui. Et en plus de ça, si on prend l'argument économique dont tu as commencé à parler, il faut dire que les prize money sont complètement envolés aussi également au niveau du Absolument. tennis féminin. Est-ce qu'il faut en voir un lien de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je trouve un peu dommage, si je peux me permettre un avis là-dessus, Vas-y. c'est qu'elle a réussi, et tu l'as dit, Non, un énorme comeback Il y a 10 ans. il y a 10 ans, exactement, en devenant numéro 1 mondial, en gagnant, comme tu l'as dit, très rapidement l'US Open, etc. Là, revenir à 36, ça sera 37 parce qu'on sera en 2020. Ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Là, j'ai les États qui disent ce qui est dommage, c'est qu'elle risque de prendre des wildcards à des jeunes prometteuses sur Exactement. certains tournois. C'est un peu bête. Non, il faut savoir qu'une wildcard, c'est tout simplement une invitation sur effectivement des gros tournois. Ouais, mais Alors, est-ce que ça c'est sert à dommage, est-ce ça que c'est dommage aussi. ou pas? Mais en même temps, ça va faire de la pub. Ah oui. Ça va faire de la pub au tournoi, que ce soit petit ou grand tournoi. Ça peut aussi donc amener plus de visibilité sur le tournoi avec des prochaines wildcards, etc. Je pense que économiquement, c'est quand même intéressant d'inviter King Clankers sur des tournois comme ça avec une wildcard. elle est prioritaire en fait, parce qu'elle a été Bah oui. numéro 1 mondial, je crois, donc Bien du sûr. coup tu peux faire la demande et avoir. Ça se tient en même temps. Non, je veux dire, c'est T'as pas envie de une l'avoir star. sur le circuit, Voilà, mais c'est pas. pas Kim Kardashian qui dit ah vas-y j'ai envie de jouer au tennis, filme-moi une wildcard. regarderai quand même. Moi, je lui donne quand même une wildcard à Kim Kardashian. C'est pas ça que tu dis. Chambre 700 également chambre la bête de presse. Chambre 325, Kim. Oh non. Kim Kardashian. Ah, c'est mon anniversaire, je me refuse rien. Non, j'ai pas parlé de Tatiana Golovin parce que j'en ai. Non, oui, absolument. Elle aussi fait son comeback. Elle qui fait partie des meilleures, pires commentatrices de tennis sur Roland Garros. Je peux pas critiquer, la famille. c'est une amie, j'ai fait une vidéo avec elle. Tu te la pètes, Avec ou sans Samir Nasri? Ouais, ce que j'allais dire. Elle a passé À un l'époque, peu de sa vie avec Samir Nasri. paraît-il. Nasseri. Ah non, c'est non. Non, bah non, pas Samir Nasseri. Non, Non, c'est pas pareil. Non, j'ai confondu les deux. non, Nasseri, c'est l'acteur. pas Samir Nasseri. Non, attends. Nasseri, c'est. L'acteur. L'acteur. Et Nasri, Taxi. autant pour moi. Et c'est Samir. Je confonds tout le temps. Nasri et Je confonds. Sami Nasseri. Je confonds toujours les deux. C'est une catastrophe. Il y en a un qui joue à mais l'OM, l'autre qui prend la drogue. C'est facile à retenir. Phonétiquement, j'ai le droit de confondre phonétiquement. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, Ne cherche pas d'approbation dans mon regard. Il me juge, salaud, je t'enlève pas si tu tombes. Voilà, j'ai fait le tour sur Kimi, mais ça nous ouvre du coup un super débat. Et ben Enfin, justement. un petit débat. Voilà, dans la série les comebacks de ouf, est-ce que quelqu'un a comme ça en tête, qu'il n'aurait pas préparé sur l'émission juste avant, un comeback dont il voudrait partager avec tous sur le plateau? Et ben il y a moi, bien sûr, le comeback de Mohamed Ali. Donc je vous le rappelle, en 1964, Mohamed Ali devient champion du monde poids lourd face à On sait jamais. Sonny Liston. Sonny Liston. Tout à fait. Bravo. Sauf qu'en 1966, les États-Unis entrent en guerre Il s'appelle avec. déjà Mohamed Ali ou c'est Cassius Clay? Non, c'est Cassius Clay, je crois. Non, la première fois qu'il est champion, il est déjà Mohamed Ali. Hein. Je crois qu'il est déjà Mohamed Ali parce que justement, Enfin, la première. les États-Unis rentrent en guerre contre le Vietnam. Et là, Mohamed Ali décide de ne pas revêtir l'uniforme américain pour partir en guerre. Il a eu d'ailleurs cette phrase en disant « Moi, j'y vais pas. Les Viet Cong ne m'ont jamais, eux, traité de... » Le fameux machin. mot en haine qu'on ne doit pas prononcer.
De ce fait, il n'est pas emprisonné, mais il est déchu de son titre. D'ailleurs, il le dira dans une interview, ouais, vraiment, je suis vraiment très déchu. Et il ne montera sur le ring qu'en 1970, avant de pouvoir combattre pour le titre suprême contre George Foreman en 1974. Donc, c'est-à-dire que 10 ans après son titre, il peut enfin reconquérir la ceinture. Et donc, il se battra contre George Foreman à Kinshasa, au Zaïre. Et comment était surnommé ce combat, messieurs ? Le combat du siècle, non? Non. Non, c'est un truc avec. Rumble in the Jungle. Ouais, Rumble Rumble in the in the Jungle. Avec un super film d'ailleurs. Voilà. voir. Et donc, Il y a Thriller in Mania aussi, qui est incroyable comme. Oui, absolument. donc, si jamais vous, le chat est Tony Vérel, bien sûr. Oui, j'ai pas compris. Surtout avec le E, c'est parfait. Ah, le comeback de Tony Vérel. Si vous avez des comebacks, on pourra en reparler aussi. Absolument. Mais là, est-ce que quelqu'un en a un comme ça On en en a tête? chacun, je pense. On a bossé un peu l'émission. Bien sûr. Je voulais. Regarde cette belle photo là. Voilà, c'est le- voilà, le- Alors, après, ce qu'il faut dire sur ce comeback comparé à Clijsters, c'est que c'est pas une réelle retraite. C'est une contrainte, ouais. C'est Voilà, une contrainte. alors- Ah non, bon, d'accord. Bah, toi, t'as marqué plus de points. Ok. Non, mais c'est pour expliquer. C'est vrai Mais que oui, non, mais bien sûr. Mohamed Ali, c'est extraordinaire. Je suis pas en train de te dire. D'ailleurs, je viens de regarder. C'est en 65 qu'il change de nom de Cassius Marcellus Clay Jr. à Mohamed Ali quand il avait 22 ans. Évidemment, je sais pas, on est obligé de parler de Michael Jordan, non Non, j'ai vu le comeback de Diablo X9, ça m'a fait rire. Benoît, c'est Je une n'ai pas la blague. Bah non, c'est normal. Moi, par contre, j'ai vu le comeback de Renault, toujours vivant. Là, par contre, ça m'a fait beaucoup rire. Michael Jordan, quelqu'un l'a pris finalement? Non. Alors, moi, je parle de Michael Jordan, effectivement, qui s'arrête en 93 au sommet de son art après un premier triplé. Il s'arrête évidemment après la mort de son père. Il va jouer au baseball en son honneur, c'est un rêve de gosse. En deuxième div, il est kata, hein, on va pas se mentir, mais bon, ça fait parler. Et finalement, la légende raconte que sur le tournage de Space Jam, il reprend le goût pour le basketball, puisqu'il avait ses petits entraînements de 2 heures avec ses copains pour pouvoir jouer. Et finalement, eh bien, il reviendra en 95 pour se faire sortir par Orlando, puis ensuite, le deuxième triplé incroyable. Puis il s'arrêtera en 98 pour laisser place à la Coupe du Monde en France, là où Zizou aura mis son doublé en finale. Puis il reviendra encore une fois à Washington. Et tu aimes bien dire que le deuxième comeback, eh ben, on en parle beaucoup moins, puisqu'au Wizards... Pour moi, il n'existe pas. Ouais, Sa carrière s'est pourtant, arrêtée en il existe. 1998, dessus. Je vois qu'il y a beaucoup de Tiger Woods. Mais écoute, justement, très bonne transition avec Michael Jordan, parce qu'on sait que Michael Jordan a eu un impact terrible sur la déchéance de Tiger Woods. Je vais y revenir. En tout cas, Tiger Woods, effectivement, il commence, donc le golfeur, il commence en 96, et voilà, on va pas revenir sur son parcours jusqu'au sommet, jusqu'en 2008. Mais par contre, en 2008, mon ami, après 12 ans de haut niveau, il est mort, notre ami, il est blessé au genou, il a une fracture de fatigue au tibia, il joue 10 mois avec une fracture de fatigue au tibia, il est fracassé, il arrête, et et tout le monde dit qu'il est fini. Et finalement, il revient quand même en 2009, et ce retour en 2009, après qu'il soit bien guéri son corps, on appelle ça le Sport Associated Press dira que c'est l'un des retours les plus inespérés dans le monde du sport, mais ils n'ont pas encore tout vu. En 2009, c'est en 2009. Hein. Ouais. Donc, Oh là là. ensuite, en 2009, fin 2009, il refait un nouvel arrêt. Ça, c'est Madame dont on va reparler tout à l'heure. Dans la soirée, il rencontre Erwan Abotret. Et là, c'est Non, c'est Michael Jordan qui va rencontrer. Puis nouvel arrêt donc en 2009, 20 semaines de pause parce qu'il a encore des problèmes de dos notamment. Il se fait beaucoup opérer du dos. Nouveau retour. Puis là, ça commence à se compliquer pour notre ami. Il y a ces histoires avec Madame, ces histoires de tromperie. On lui dit, on prête. Ça va prête pas arriver. Ouais, lui, apparemment, il est accro au sexe. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on dit. Bon, la Non, police non, américaine. il est accro au sexe, puisqu'il y a, Ouais, je sais c'était pas, maladie, 50 stars du X qui ont dit, Oui, frérot, on le il y a connaît. une histoire. On le connaît. Il est connu de ça. Suite à ça, il a beaucoup de problèmes avec les médocs. Il se fait choper au volant avec des médocs surtout. Hein. Ah ouais En En général, c'est toujours en mélange. Tu hein. mélanges. Donc là, notre ami est, comme on dit au State, in the bad shape. Donc on se dit que là, c'est vraiment la fin d'un des plus grands golfeurs de tous les temps. Eh ben non, finalement, encore une fois, Tiger Woods revient. Il y a pas si longtemps que ça, le 14 avril 2019, il gagne le Master d'Augusta. Donc voilà, Tiger Woods a fait pas un comeback, pas deux, presque 3 comebacks, on pourrait aller jusqu'à là, avec des problèmes perso, des problèmes physiques très importants, le dos, le corps, parce que finalement le golf on dirait pas, mais c'est archi physique, tu te massacres, le poignet, tu te massacres les jambes, le dos. Je peux en parler. Et Tiger Woods, chaque fois qu'il est revenu, alors ça a mis des fois un peu plus de temps que d'autres, mais en tout cas Tiger Woods certainement l'un des plus, voire le plus grand. Alors je suis désolé, mais c'est pas un comeback de retraite, ça n'a rien à voir. Non, mais. En fait, le comeback, c'est juste que je prends ma retraite, non Ah oui, c'est des mecs qui arrêtent. C'est des mecs qui arrêtent. Moi, je regarde ma chronique, je vois Kim Clijsters. Elle s'est arrêtée pourquoi? Parce qu'elle a pris sa retraite. Mais si tu veux, je vais vous mettre d'accord. Ah, je vais vous d'accord avec le type que j'ai choisi, parce qu'il a fait 2 comebacks, un qui a été forcé et un qui a été choisi. C'est forcément Niki Lauda, je voyais qu'on en parlait dans les commentaires. T'as l'accident du Nürburgring en 76, il revient
alors que le mec est quand même présumé mort. Hein. On lui administre l'extrême onction, c'est ça qu'on dit. Enfin bref, on fait venir un prêtre en pensant qu'il est mort. Il revient un mois après, contre l'avis de tous les médecins. Il perd pour 1 point, on va dire, le championnat du monde parce qu'il sort de sa voiture lors de la dernière course. Et vous avez tous vu le film, bien sûr, Rush, qui est absolument exceptionnel. Ouais. L'année d'après, donc ça, c'est le comeback forcé. L'année d'après, Ferrari ne croit pas en lui, le met numéro 2. Il finit champion du monde et il quitte Ferrari, je crois, à 2 courses de la fin parce qu'il a compris qu'on lui faisait plus confiance. Et ensuite, il part, je crois, chez Brabham à l'époque. Et c'est là qu'il décide de faire une pause. Et pendant 3 ans, donc je crois entre 79 et 82, pas de Formule 1. Il revient en 82 alors que la Formule 1 a complètement changé, avec notamment l'arrivée des moteurs turbo, l'arrivée de nouveaux pilotes comme Alain Prost. Et il devient champion du monde en 84 pour 1 demi-point, l'écart le plus faible en Formule 1. Et ça, honnêtement, tu vois, on disait, ouais, mais c'est un comeback forcé. Lui, il a vu les deux. Et c'est le comeback, on va dire, c'est le seul comeback, même si Ali, c'est vrai qu'il y a eu un très beau film, c'est le seul qui a été adapté au cinéma parce que c'est une histoire extraordinaire et hors du commun. Vous m'y ferez penser, j'ai une blague à vous faire après l'émission. Je peux pas la. Je peux pas. Est-ce qu'on peut le mettre sur mute pour les. Non, c'est un faux concept. Envoie la pub. J'ai vu aussi dans le chat, comment dire, on disait Patrick Balkany aussi va revenir. J'annonce le gros comeback. On attend. C'était Isabelle, ça du coup, marqué. Pour la première fois de ma vie, j'ai un appart plus grand que celui de Balkany. Hein. C'est clair. Polo, est-ce que toi, tu as une histoire de comeback? Et ben moi, ça risque de pas plaire à tout le monde, mais parler de comeback, j'ai envie de parler de Lance Armstrong. Je crois que tu allais choisir Hermann Mayer. Toi qui est un homme de goût. Moi, je voulais aussi prendre ce bon vieux Herminator. Et Lance Armstrong, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même quelqu'un qui est revenu d'un cancer, mine de rien, qui a arrêté 2 ans, qui est revenu en 98. Et c'est aussi quelqu'un, et c'est quelqu'un qui est revenu aussi, qui prend sa retraite en 2005 après son 7e Tour de France et qui revient en 2009 dans une équipe avec Alberto Contador en grand rival. Alberto Contador qui va être titillé en 2009. Contador est intouchable. Lance Armstrong finit quand même 3e du Tour de France. Le premier retour. On peut en penser ce qu'on veut. Ceux qui vont me reprocher que c'est un dopé, je les invite à se renseigner un peu sur le cyclisme des années 90 et même des années 2000. Parce qu'on peut pas leur reprocher qu'il était ça leur fera un peu relativiser. Mais quoi qu'il arrive, là, on parle de revenir d'un cancer, donc on parlait de comeback. Là, c'est un comeback sur la vie plus que sur le sport. Et rien qu'en ça, c'est magnifique. Là, il n'y a plus de question de dopage ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a vaincu la mort et qui, en plus, a réussi à revenir au plus haut niveau sportif dans le cyclisme. Après, le comeback de 2005 est aussi beau parce qu'il se met en danger dans une équipe qui n'est pas la sienne, où il n'a pas forcément de repères face à un Alberto Contador jeune et hyper saignant qui le battra, notamment sur le Tour de France. Et je trouve que ces 2 comebacks, le premier comme le deuxième, sont des comebacks vraiment magnifiques. Et ça, on n'arrivera pas à me l'enlever de l'esprit. Polo, c'est le plus grand dopé de tous les temps. Mais tu sais que Polo, je trouve que tu défends tout le temps. On a déjà eu beaucoup de débats en off là-dessus. Tu défends toujours très bien Neil Armstrong. Mais il y a une histoire quand il revient, on n'avait pas dit. Qui avait dit? C'était un grand cycliste, je crois, qui avait dit. Je me demande, c'est pas Greg LeMond qui avait dit. Soit c'est le Greg LeMond et Lance Armstrong se détestent. Et soit c'est le plus grand comeback de l'histoire du sport, soit c'est la plus grande escroquerie de l'histoire du sport. Et à l'époque, on ne savait pas s'il était dopé ou pas. C'est en 99 que ça avait été dit, je crois. On a su. Bah, c'est juste que effectivement le dopage c'est un peu compliqué. Moi je pense que je fais partie des gens qui pensent que de toute façon il y a du dopage dans tout sport de haut niveau. Pratiquement. Allez, on va dire pratiquement si tu veux, et que je pense que c'est le cyclisme qui s'en prend le plus dans la gueule par rapport aux autres. Pour les autres. En parlant de dopage dans les années 90, regardez le classement du Tour de France 98. Essayez de trouver un mec du top 10 qui n'est pas dopé. D'ailleurs, je peux vous donner la réponse. Il n'y en a aucun. Bon, top 10, il n'y en a aucun. Le quiz, il donne direct la réponse. On ferme cette page news ainsi que ces magnifiques comebacks et on attaque tout de suite avec le premier grand débat de l'émission. C'est le premier grand débat de l'émission. Jiggle. Championnat du monde de basket. Vous lâchez dans les commentaires et nous, forcément, on adore ça. Championnat du monde de basket, l'Espagne, grande vainqueur de cette édition. Mais la France qui nous ramène quand même une belle, on pense que c'est une belle médaille de bronze. Bien évidemment, après la victoire face aux États-Unis, on pensait qu'on ne pouvait faire qu'une bouchée des Argentins. Ça s'est pas du tout passé comme ça. On va revenir déjà sur le match face à l'Argentine en demi-finale avec nos spécialistes basket. Manu, tu interviens quand tu veux. Ouais, bien sûr. N'hésite pas. Sortez les buzzers. Donc, messieurs, pourquoi la France a-t-elle aussi mal joué face à l'Argentine? Je sais que c'est douloureux, Thomas. Je sais que c'est douloureux. Donc, on commence par toi. Allez, vas-y, on commence par toi. Pourquoi on a perdu? Pourquoi? Parce qu'on s'est vu gagner
trop tôt avant le match parce que on n'a pas été nous-mêmes. Je dis nous comme si j'étais dans l'équipe, mais parce que voilà, on se sent investi on est aussi. français, on est français. On se sent investi avec cette équipe et tout ça. On n'était pas nous-mêmes. On a joué petit bras, on a joué sans énergie parce qu'il y avait de la fatigue et parce qu'en face, les Argentins nous ont attendus au tournant. Ils nous ont scoutés comme rarement on a été scoutés. Ils ont coupé nos leaders. Scouté, attention. Scoutés, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé sur notre jeu. Ils ont fait de la vidéo, quoi. Voilà. Ils ont fait beaucoup de vidéos. Ils étaient très préparés à jouer contre nous. Et donc tous ces facteurs ont fait qu'on a fait un non-match et c'est peut-être le pire. Vraiment le pire sentiment possible pour un sportif, c'est de ne pas se donner à 100% et de ne pas proposer ce que tu es. Et donc on a perdu pour ça. Voilà. D'ailleurs, le scouting, c'est archi important dans le basket. C'est pour ça qu'on dit toujours scout toujours avant les matchs. Hein. Bien sûr. No One en partie, je rebondis vite là-dessus. On a pris une masterclass par un mec plus vieux qu'Erwan et une équipe avec une coupe mulet. C'est vrai que la coupe des Argentins, il y a Mulet, là, El Muleto, mais là. la première lecture de ce match, quand on sort de ce match-là, et qu'on a les interviews de Nicolas Batum, d'Evan Fournier, de Rudy Gobert, là, ils disent tous la même chose. Nous, on a parlé un peu avec Andrew aussi, Albici. Ils disent tous la même chose. Putain, on s'est fait défoncer la gueule. Et dans l'intensité, dans l'impact, tout de suite, ce que faisaient les Français, toute la compétition, ce qu'ont fait les Français, c'est-à-dire ont très bien commencé les matchs, face à l'Argentine, alors juste avant, ils sortent de cet exploit face à Team USA. Et là, il n'y a pas de jambes, il y a des jambes en coton. Et en fait, il y a une agressivité incroyable. Et l'agressivité, d'un coup, elle est de l'autre côté. Moi, je me dis à la mi-temps, ça va. Oui, c'est on a beaucoup parlé à la mi-temps. C'est 20 minutes. C'est vrai. Ils vont pas faire une deuxième mi-temps comme ça. Et en fait, mais c'est ça qui est terrible avec ce match. Et à ta question, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'aura jamais de réponse parce qu'il n'y a pas eu de match. Voilà, Il n'y justement. a pas eu de match, en fait. Les Français n'ont pas joué ce match. J'avais une petite question parce que vous avez joué à très bon niveau dans le basket. Je parle à Erwan et Thomas. On a souvent croisé Polo, quoi. Qui est arbitré. Le fan. Non, et justement, à la mi-temps, c'est Le Sort qui est interviewé. Je crois que Batum aussi, juste à la sortie, avant de rentrer dans les vestiaires, fait ouais, on manque d'agressivité, on se fait marcher dessus, on peut pas continuer comme ça. Ils sont au courant. Ils reviennent sur le terrain, encore une interview. Non, mais là, on s'est fait marcher dessus. Là, le coach, on s'est motivé, etc. Et ça continue à se faire marcher dessus. Donc, messieurs, Mental. comment ? C'est uniquement le mental ? Polo. Moi, je pense que c'est mental dans le sens où, comme tu l'as dit, Tom, le premier argument qu'il a donné, c'est qu'ils se voyaient déjà en finale, finalement. Ils se voyaient déjà en Ça, je finale. suis pas sûr, Polo. Hein. Mais si, parce que toi aussi. L'intensité, L'intensité. Non. Non, mais Se dire qu'on a une fenêtre. Inconsciemment. Je te dis pas que tu fais. C'est-à-dire que dans l'intensité, t'en mets un chou moins. Tu n'attaques pas le match forcément de la même manière. Et puis aussi, ils sont tombés face à la meilleure, voire peut-être avec l'Espagne, la deuxième meilleure défense de cette compétition. C'était nous la deuxième meilleure. Thomas, moi je peux rebondir sur ce que dit Paul et sur ce que dit toi. Ok, à la limite, tu commences le match, tu dis allez, ça va aller, on va aller en finale. Quand t'es à la mi-temps, que même à la fin du premier quart-temps, que tu te fais massacrer la gueule, que tu te rentres dedans, que les mecs te posent des écrans et que eux, défensivement, ils te sortent, que tu reçois tous les ballons, 2 mètres derrière les 3 points, tu te dis, oula, va peut-être falloir s'y mettre. Et c'est ça, en fait, que pour moi, oula, votre explication, très vite, elle est trop limite par rapport à ça. Oui, mais ce qu'on essaie de te dire, cher Erwan, c'est que c'est que en fait le début te met dedans, et ensuite tu n'as plus les ressources physiques, mentales, et en face l'équipe joue un basket de rêve. Début de troisième quart-temps, on passe devant. On passe devant. Si, début de troisième quart, on passe devant, Tom. Il est filmé, ton gars. Le seul rapproché qu'on fait, c'est avec Franck qui met une petite passe. On passe devant début de troisième quart-temps. Non. J'ai vérifié, mais. Allons vérifier. J'y vais. Alors là, moi, je sais pas quoi tu veux. Non, parce que on passe devant en troisième quart-temps. C'est moi qui ai raison, tu montais 1. J'ai pas de sang déjà, j'ai des pectoraux. Attends, mais par contre, si tu montais 1. Mais non, mais ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, on repasse devant. Fin de première ou début de troisième. Ça change là. Et contre les États-Unis aussi, on passe devant. On a raison, c'est son anniversaire. Merci. Brigitte l'a TV. Non, mais quand on est dominé en première mi-temps jusqu'au début et tout le match, et on repasse devant. Alors fin de deuxième ou début de troisième, on repasse devant de 1 ou 2 points. Ça dure pas longtemps, mais je me dis deuxième carton peut-être. Peut-être dans le deuxième carton. Polo, il regarde. On y va. Mais je me dis, voilà, on a laissé passer la vague et là on reprend une autre vague. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais réussi à rentrer dans ce match-là et à répondre, à trouver des solutions tactiques, physiques et à se sublimer. Et quand t'as tes cadres, Evan, Nando, Rudy Gobert, Nico Batum qui passe au travers, t'as 4 comme ça qui passent au travers, c'est trop dur, c'était impossible de gagner ce match et finalement il y a quasiment jamais cru. 23-22, c'est ça dont tu parlais ?
Tout à fait. Faire pas, hein. On dit. Non, mais c'est vraiment ça dont tu parlais? Je passe de peut-être. Bref. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle parce que Vas-y. pour les causes, tu vois, moi je suis vraiment un novice en Ah, mais basket. t'aimes le sport. Mais est-ce que tu peux pas faire, on en parlait tout à l'heure en antenne, est-ce que tu peux pas faire un parallèle sur le mental du sportif français? Si tu prends par exemple le cas de France, l'après-France-Brésil en 86 à la Coupe du Monde où tu bats le favori un petit peu trop tôt dans la compétition et tu perds contre une petite équipe d'Allemagne de l'Ouest. Et aussi et surtout, moi l'exemple qui me marque le plus, c'est le France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde de rugby 1999 où tu tapes les Néo-Zélandais et derrière t'es sans ressources pour aller affronter l'Australie en finale. Et d'ailleurs les joueurs le disent avec du recul, ils disent, tu vois, tu disais inconsciemment tout à l'heure, ils étaient cuits. Et c'est ça, c'est-à-dire on pensait avoir battu les Néo-Zélandais inconsciemment, on s'est pas préparé pour cette finale et on s'est dit on a fait le plus dur. Et au moment où on est dans le dur, on n'arrive plus à réagir. On n'a plus les ressources mentales et physiques aussi. C'est une super comparaison, c'est très intéressant. sais Par contre, pour moi, c'est vraiment deux trucs différents. Bon, on a déjà fait cette discussion tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais répéter ce que j'ai dit. En 86, pour moi, l'équipe de France, certes, tu bats le Brésil, c'est un exploit incroyable, mais tu es parmi les favoris, tu gagnes en 84. Tu es le favori. Oui. Tu es parmi, tu es. n'en fais mais pas. Finale en Coupe du Monde de 82, t'es champion d'Europe. champion, tu as l'équipe pour aller au bout, l'équipe se commet par cœur et tout. 99, c'est une énorme surprise. Parce qu'on veut, le match contre la Nouvelle-Zélande, je m'en souviens même, j'avais 9 ans, Dominici, là, quand il court comme un fou, c'était une énorme surprise et finalement tu t'attendais pas à faire cet exploit-là. Donc il y a ce côté un peu vis-à-vis de l'équipe de France. C'est-à-dire que l'exploit, j'ai vu dans les commentateurs, c'est pas un exploit, c'est un exploit de battre Team USA dans une compétition internationale. On va s'en souvenir pendant 20 battre ans. Team USA au basket avec des joueurs NBA, c'est un exploit. Voilà, Battre des exactement. Américains dans ce sport-là, c'est Exactement. un exploit. Alors après, Alors, encore plus dans si vous voulez qu'il marche sur compétition LeBron James, tant pis pour vous, très bien. Mais battre Team USA, quand on est basketteur, c'est un exploit. Absolument. Voilà. Et donc, je compare plutôt ça au rugby 99, c'est-à-dire que l'influx nerveux que tu lâches, alors là en plus les distances pour le repos étaient catastrophiques pour l'équipe de France, quelque part, sans te le dire, évidemment, Evan, à la fin, il dit c'est pas fini, Oui, parce que voilà, c'est ça on va que le je veux dire, faire. Mais ça, ce sont des mots. Les mots, c'est ça. C'est pas forcément suivi des actes. Il y a les mots, il y a les gestuels. J'ai déjà dit à ma meuf, t'inquiète, j'ai jamais trompé. Bah, le lendemain, mais pas la mienne, dans une autre vie, mais le lendemain, j'étais là. Ok, Sheriff Aluna. Non, je veux dire, certes, il y a les mots, mais quand tu vois l'interview juste après match, après avoir éliminé les États-Unis d'Evan Fournier, alors peut-être qu'après les autres n'ont pas vraiment suivi cet état d'esprit, mais le visage, il est fermé, hein. Il est encore. Mais moi, c'est ce que moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que dans les vestiaires, ils sont déjà. Ok, on l'a fait, c'est cool, génial. On est content, on passe à autre chose. Ils sont pas en train de C'est pour ça que moi, c'est pour ça que vraiment j'arrive. Alors c'est quoi alors? Mais je sais pas. Mais c'est ce que je dis. Moi j'arrive. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord, Thomas. Objection, votre honneur. Donc voilà, ça, tu vois, ça c'est un mec du PS. C'est-à-dire que le gars, il y a les autres là, ils sont au Entre pouvoir. toi et moi. Le gars dit non, c'est pas bien. Oh, j'attends une proposition, une autre proposition. Entre toi et moi, je sais pas qui vote PS. Mec du PS. Mais bon, c'est pas ça le problème. Je veux dire que au bout d'un moment, propose-moi autre chose. Moi, je te donne une vraie raison, et je suis sûr que j'ai raison. Tu sais pourquoi? C'est une coupure d'électricité pour moi, mais vraiment. gros, Et que la fatigue, combien de matchs? team. On fait 6 matchs de très haut niveau sur la compète, et t'arrives en demi-finale contre les Argentins où t'es plus fort, et tu te fais sortir avec un non-match. Voilà la seule réponse, et je te le dis, c'est parce que nous étions dans un état d'esprit où inconsciemment, je vois vos têtes avant les matchs. Alors là où on n'est pas à fond, là où je te rejoins, même avant le match, en regardant le match, on n'est pas surexcité comme les matchs d'avant, comme le match face à la Lituanie, comme face à l'Australie, comme face à Team USA. Oui, mais nous, parler des joueurs. Nous. Et nous, on est à l'image de notre équipe. Moi, non, mais je te jure, hein, on était moins à fond. Team USA, on était là, on attendait. La Lituanie, on était à fond. L'Australie, on était à fond. Et là, on est arrivé en se disant, allez, on va le faire. Bon, après, on voit que c'est arrivé grave en retard. C'est peut-être que c'est à cause de lui aussi qu'on a perdu. Ça, il peut plomber l'ambiance. Bon, par contre, après la revanche face à l'Australie, mais là, ce coup-ci, pour une médaille, on avait perdu en poule. Là, on gagne, en plus avec une deuxième mi-temps du feu de Dieu, voire même une deuxième mi-temps vraiment du feu de Dieu. Donc, messieurs, 3e place, donc top 3 monde pour notre équipe nationale. Est-ce que, parmi toutes les équipes nationales françaises de basket que vous connaissez, est-ce qu'on ne serait pas sur la meilleure? C'est une question que je pose comme ça. Est-ce qu'on n'est pas sur la meilleure équipe nationale? Au niveau des noms, donc des noms des mecs, je dirais non comme ça, oui, sur le premier, comme ça, sur le papier. T'as raison. Après, cette équipe de France, alors c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'on va retenir ce match contre l'Argentine, qui est terrible parce qu'il y a cette fenêtre pour être champion du monde. Je dis une fenêtre, ça veut pas dire qu'on l'aurait été, mais il y avait cette fenêtre pour être champion du monde. C'est assez rare pour être souligné. Maintenant,
maintenant, moi, j'ai trouvé quand même on vient de le dire avec Thomas, les matchs, il y a une qualité. Mais On fait un premier tour, on démonte tout le monde avec une défense très forte. La Lituanie, on fait un match énorme avec une fin maîtrisée. L'Australie, on fait un match incroyable, un match d'attaque, certes, mais un match incroyable. Ça se perd sur la fin. Même dans un match d'attaque, on a été super Team fort. USA, peut-être équipe, pas la meilleure des équipes, mais en tout cas, on leur marche dessus, on les tape de 10 points. On arrive. L'Argentine, on va en parler. On arrive à se remobiliser pour battre ces Australiens, qui est une très belle équipe aussi. On fait un tournoi énorme. Et justement, les Australiens, comment vous les avez sentis, vous? Cramés, comme chaque compétition. Fois, comme au JO. Pour moi, c'est une meilleure équipe de basket. Vraiment une meilleure équipe de basket que l'équipe de France. Mais ils ont cette tendance à, mine de rien, à jouer à 7-8 et avec beaucoup de rythme. Et le rythme, sur une compétition internationale, sur 2 semaines, eh ben, tu le payes à la fin. Et au JO 2007, c'était la même chose. C'était peut-être la plus belle. Au JO, ils sont à 2 doigts de battre Team USA en poule. En poule, ouais. Ils les retrouvent en finale. Non, en demi. Ils les retrouvent en demi. Non, c'est l'Espagne qui joue contre les States. Oui, non, mais ils font 4e. Ah non, ils trouvent les Serbes en demi. Ils en prennent 30 ou 35, je crois, en demi. Ils sont cramés. Donc, Polo, réponds à la question. Tu penses que c'est la meilleure équipe, toi faut comparer après. Il y a des. L'équipe de France. Elle est large, ta question. Je t'ai mis. Non, ouais. Non, moi, de souvenirs que j'ai, l'équipe de 2011 avec Joachim Noah, pour moi, m'a fait la meilleure. Ouais, parce que tu tombes. Celle de 2011 contre une équipe d'Espagne. Qui est 10 fois plus forte. Fantastique. Donc la meilleure équipe de toute l'histoire. On peut pas, tu vois ce que je veux dire, on arrive. Oui. Bah ouais. Moi j'ai envie de dire. Je vous fais le roster. Après 2000, moi j'étais trop jeune. Tu pourras plus me répondre. Elle était moins forte. 2013, moi je préférais 2011 à 2013, l'équipe qui gagne l'Eurobasket. Et cette équipe-là, tu vois de là. J'ai envie de te dire 2011. Alors, parce que rien que les noms, la manière. C'est beaucoup plus fort en 2011 que 2013. Tu perds contre l'équipe d'Espagne. Ça servait à rien de jouer contre eux. De toute façon, tu savais que tu allais perdre. Là, cette équipe-là, elle joue l'Espagne de l'époque. Elle prend 20 pions aussi. Elle en aurait peut-être pris 20 aussi en finale, vu comment l'Espagne joue encore aujourd'hui, avec une génération qui est presque la même, avec des genres que des Llull, des Rudy Fernandez. Tu as rajouté les frères Gasol, les frères Gasol et le Chacho, bien sûr. Et ils étaient trop forts. Mais moi, c'est l'équipe de 2011 avec Joachim Noah, c'était celle qui m'a le plus. Justement, celle de 2011, je vous fais un petit peu l'effectif. Andrew Elbissi, Nicolas Batum, Nando De Colo, Boris Dio, Michael Gelabal, Charles Cahudi, Joachim Noah, Tony Parker, Florent Pietrus, Kevin Serafin, Steve Chikambu et Ali Traoré. Donc j'avoue que sur le papier ça fait mal, mais bon, c'est des joueurs qui ont déjà eu leur expérience. Après il suffit de voir ce qui va se passer par la suite. Et l'équipe de 2013, Alexis Aginsa, Nicolas Batum, Nando De Colo, Boris Dio, Antoine Dio, Michael Gelabal, Thomas Hurtel, Charles Cahudi, Geoffrey Lauvergne, Tony Parker, Johan Petro, Florent Pietrus. C'est quand même du lourd. Je peux vous faire celle de 2000 aussi. Oui, vas-y, on a mis vice-champion olympique. Mine de rien, ils sont vice-champions olympiques. 2000, ils sont vice-champions olympiques. Ils sont vice-champions olympiques. Vice-champions olympiques. Alors, très très différente. Jim Bilba, Yann Bonato, Dumassi, Laurent Foirest, Gadou, Julien, Palmer, Rigaudot, Rizaché, Stiara, Sonko et Weiss. Il n'y avait que 3 joueurs qui évoluaient à l'époque à l'étranger. Pas un seul aux États-Unis, que je dise pas de bêtises. Non, pas un seul aux États-Unis. Donc, que Tariq Abdullah et Jérôme Moïse. Pour vous, on n'est pas encore sur la meilleure équipe de France. Mais justement, petite question, tu préfères être top 3 monde ou être top 1 Europe? Je fais le parallèle entre... on vient de gagner une compétition, c'est toujours plus important. Un titre, c'est toujours mieux. Sur un titre, sachant qu'être champion d'Europe, les championnats d'Europe, tu n'as pas de petits matchs. Absolument. Sur une Coupe du Monde, on a vu au premier tour, comme après l'Allemagne, tu joues des petites équipes. Je rappelle que la Slovénie, championne d'Europe, qui a démonté tout le monde, même les Serbes, ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Donc, un titre. Après, il y a une bonne question, et ça, tu peux peut-être y répondre aussi, toi, Manu. Lorsqu'on compare des sélections, les clubs, c'est différent, mais les sélections, est-ce qu'on doit comparer les hommes en place, le jeu proposé, ou est-ce qu'on doit prendre en compte le résultat final? Je pense que tu as quand même tu vois, par exemple, si je suis désolé, on va faire un parallèle avec le foot, mais si tu disais à la limite la meilleure équipe de France de football, est-ce que c'est celle de 98, est-ce que c'est celle de 2000 ou est-ce que c'est celle par exemple de 2001? Moi, j'ai envie de te répondre à 2001 même, tu vois. Rien gagné cette année-là, mais elle a frappé. Après, il n'y avait rien à jouer. On gagne la Coupe des Confédérations en 2001. Oui, tu gagnes la Coupe des Confédérations parce que oui, mais bon, ça fait un trop. J'ai mis d'ailleurs chocolat sur les 3 dernières années, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est aussi la sensation, l'impression que cette équipe-là, elle te laisse aussi et sur sa domination. Et c'est là-dessus que je trouve que tu peux juger, on va dire. Tu vois, parce qu'on peut se poser la question, par exemple. C'est vrai. Je te pose la question du coup.
quelle est la meilleure équipe? C'est très difficile à comparer, Oui, bien pour sûr. rester dans le foot, entre l'équipe championne du monde en 2018 et pourquoi pas l'équipe de France de 86 avec Platini, le carré magique et tout ça. C'est là, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on peut se poser la question et on peut peut-être se dire que l'équipe des années 80, l'équipe de France, En tout c'est cas, peut-être la meilleure. l'équipe de 86, c'est la seule équipe de France qui a attaqué une Coupe du Monde favorite. Parmi les favoris. 98 n'est pas favori. Non. Et 2018, on n'est pas favori. Non, c'est vrai. 86, on arrive, on fait une demi-finale. En 82, bon, on va pas refaire l'histoire. Contre les Allemands, on doit gagner 20 fois. Et bref, Schumacher. voilà. Derrière, t'es champion d'Europe en 84 en proposant un football de qualité. T'arrives au Mexique, tu tapes le Brésil, tu joues un football régalade. Et puis, pareil, là, tu fais un France-Argentine au basket contre les Allemands. Un non-match sur un coup franc dégueulasse de Brémeux. Et juste question de initier encore une fois, mais comment t'expliques qu'il y a 2 ans c'était l'Euro, c'est ça en basket? C'était catastrophique, je crois que ça faisait 20 ans qu'une équipe de France n'avait pas fait un des pires résultats. Et 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé alors que tu as le même coach Pratiquement les mêmes je joueurs. sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans pour que... Beaucoup de choses. Tu sais, 2 ans, c'est énorme dans le sport. De toute manière, je pense à Evan Fournier, qui est devenu un leader charismatique, qui est meilleur qu'il y a 2 ans. Et il y a une hiérarchie qui s'est installée. Alors oui, c'est grâce au coach, mais c'est grâce à la connaissance des rôles de chacun. Et en 2 ans, il peut se passer tellement de choses dans un collectif et ainsi de suite. Donc voilà, on va laisser Evan Fournier, ils sont vraiment beau de tableau pour le Alors, Merci. juste, J'ai mis du violet pour être dans la charte graphique de. On pourrait peut-être faire un petit débat sur est-ce qu'on mais, aime la nouvelle non, mais justement, là, j'essaie juste de retrouver mon Twitter Moi, parce je que voulais là, rajouter un truc sur, Oui, vas-y. sur cette équipe de 2011 que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait penser à un parallèle avec cette année. Tu bats la Russie en demi-finale, tu es qualifié pour les JO, tu n'y étais pas en 2008, du coup tu es content d'aller à Londres. Même si c'est l'Espagne, j'ai l'impression que quand tu les vois fêter à la fin du match contre la Russie, qu'ils avaient terminé leur compétition. Là, c'était pas vraiment pareil, mais au final, la finalité, c'est la même. On est qualifié pour les JO. On joue l'Argentine, certes, niveau psychologique, c'est pas pareil, mais au final, le résultat, c'est le même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a de ça, t'as raison. Avec une médaille, c'est pas la médaille d'or, mais c'est une médaille, tu vois. Moi, en réfléchissant comme ça, je pensais un peu à ce parallèle. Et donc justement, on voyait Evan Fournier, on voyait ses statistiques, et c'est vrai que ça a fait couler un petit peu d'encre sa réaction suite à sa médaille de bronze. Il l'a retirée pour la donner à son père, qui était dans les tribunes, et il est monté sur le podium sans la médaille. Lorsqu'il fait la photo de groupe, on voit qu'il a encore le visage bien fermé, ça se voit sur cette photo-là. Et bien justement, là, c'est ce qu'il dit, ce serait mentir de dire que je suis heureux de cette médaille de bronze. Ma réaction, c'est juste que je ne sais pas faire semblant. Certains me comprennent, d'autres pas, mais je suis comme ça et ce n'est pas prêt de changer. Je voulais tellement plus, on voulait tellement plus. On a tout donné ensemble pendant ces 15 jours de compétition. J'ai rarement pris autant de plaisir à jouer avec une équipe. Je ne suis pas heureux de cette 3e place, mais j'en suis fier. Fier de ce groupe, du staff, de nos supporters qui ont fait le déplacement jusqu'en Chine. Fier de ramener une médaille de plus au palmarès du basket français. Merci à tous et à toutes de votre soutien sans faille. To be continued. Très bien. PS, le 9-4. Mais après, on peut pas lui reprocher, comme lui, quand on parle de fenêtre de champion du monde, je pense que lui, plus que personne, il s'est dit, oula, on peut être champion du monde. Oui. Et ben, quand tu te dis, je veux être champion du monde et que tu te retrouves avec une médaille de bronze, eh ben voilà, quand tu négocies, quand tu vas en négociation avec un mec pour un salaire, avec ton futur boss, et que tu négocies 6 000 euros par mois et que tu te retrouves avec 3 000, 3 000, c'est bien, 3 000 euros par mois. Mais si tu voulais 6 000, eh ben, t'es peut-être pas content. Après, tu craches pas dans la soupe. Hein. Je vois qu'il y a Passion RSA. Si c'est vraiment son nom, il est loin des 3 000 euros par mois. Mais en tout cas, avec 3 000 euros par mois, c'est très bien. Et si tu en voulais 6 000, ça te fait un peu chier. Voilà, il voulait être champion du monde, il se retrouve avec une médaille de bronze. On va pas aller lui dire, non, mais c'est bien. Il a plus de 12 ans, quoi. Il a plus de 12 ans. Donc. Et c'est bien d'inculquer ce truc de, je voulais d'abord absolument gagner. Donc, messieurs, on est d'accord que sur le parcours de l'équipe de France pendant ce championnat du monde de basket, vous êtes très satisfaisant. Bah, c'est bien, non? Fier, très fier. Ah, bah, je suis fier de mon équipe. On est fier. Bien sûr. Même si on avait été sorti. On peut être déçu de cette médaille de bronze en étant fier de cette équipe qui a fait pour moi une compétition d'un contenu global de basket très intéressant. Deuxième médaille mondiale en 2 compétitions, qualification pour les JO. Et totalement inespéré. Moi, j'ai vu des choses que je n'espérais pas. Mais comme en 2018 pour l'équipe de France de foot, je n'espérais pas qu'on soit si bon dans les grands matchs. Par la demi, mais après, voilà. rappelons. Donc, je suis ravi d'avoir équipe très jeune. Il y a les JO dans un an. Voilà. Donc, et cette désillusion, parce que tu parles avec tous les joueurs, ça a été une désillusion cette demi-finale. Elle risque de servir. Et si tu fais une médaille olympique, ce qui n'est pas arrivé depuis 2000, tu vois, pourquoi pas une finale olympique? Pourquoi pas un titre olympique? Je sais pas. Moi, les mecs jouent à NBA sur un match, tout est possible. Et voilà. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Sortir en quart. En tout cas, le début pour battre les Américains, c'est se dire on peut les battre. Voilà. Et on les a si t'attends que ça arrive par hasard, ça n'arrivera jamais. Tout à fait. Très bien, allez, c'est terminé pour ce chapitre sur l'équipe de France, on est fiers de vous les Bleus. On va passer tout de suite bien sûr à la séquence La perte de la semaine, ça s'appelle La perte de la semaine.
Sur cette performance de la semaine, là, je ne vais pas féliciter quelqu'un qui a gagné, mais quelqu'un qui a fini deuxième. Je veux bien sûr parler de Fabio Quartararo, hein, le pilote Yamaha de MotoGP, qui est passé, mais à ça de sa première victoire dans la catégorie Rennes. Je vais faire un tout petit quiz pour Manu. Combien de Français, et si tu veux me citer les noms, ont gagné un Grand Prix en catégorie Rennes de moto? T'en as un, Régis Laconi, non? C'est pas ça? Un deuxième. Régis Laconi en 1999, tout en à Espagne, fait. je crois. Il était parti avec des C'est pneus, des pneus Sous la slick. pluie, je crois, c'était. Sous la pluie, il avait pris le pari, c'est pour ça qu'il a gagné. Il y en a eu deux Ah ouais, autres. c'est des mais- couilles, ça, hein. Comment? Des couilles, C'est ça, une hein, énorme vraiment. paire Ah, c'est des de couilles, c'est balls. des- Ah, t'as bien. peut-être Olivier Jacques, de non? Régis. Non. Non, il a je l'ai tenté, moi aussi. il a fait deuxième en Chine. Non, Non, non. aussi, peut-être. Là, il faut revenir. Là, tu vas, à mon avis, tu vas trouver. Il faut revenir en 1985. Waouh. Moi, je l'ai. Ils étaient frères. Il a lu l'équipe, Ah bah, hein, il a il est lu- fier de lui en plus. Ça- Je l'ai pas. Mais parce que parce qu'il a dit quoi, lui Regarde Ah, non, il est fort. grillé. J'ai Ah non, j'ai pas du tout. Ken Piche là, c'était Christian Bravo. Saron. Effectivement, il y avait Ah, aussi son bravo. frère Ah oui. Dominique Saron. Ça, c'était en 1985. Félicitations. Et il y a aussi le pilote Pierre Monneret, la fameuse Ah bah oui, famille oui, Monneret. Donc là, c'était en 1954. Philippe. Mais Oh non. de ce que j'ai compris, j'ai pas très bien compris la statistique. C'est qu'en gros, si Quartararo vient à gagner un Grand Prix en MotoGP, ce sera le premier Français à gagner un Grand Prix dans des conditions classiques. Classique qui veut dire en gros tous les champions présents sur la piste et dans des conditions dire de partant sec. J'avoue que cette c'est une drôle de statistique stat. n'est pas folle. Là, vous voyez la vidéo justement du Trop bien, dernier tour regardez parce ça. que Fabio Quartararo incroyable. passe en premier Merci au de- deuxième tour. Ensuite, pendant 24 tours, Marc Marquez lui file le train et le dépasse sur le dernier tour. Là, le dernier tour est commencé. Il se livre une bagarre de fou. Marc Marquez a dit après large, ce Marco, Grand là. Prix, le meilleur pilote sur ce Grand Prix, c'était Fabio Quartararo. Parce qu'il avait des trajectoires, notamment le virage numéro 11 qui était absolument hallucinant. Ils se sont tirés une bourre comme on adore voir ça en MotoGP à plus de 250 km/h, 140 dans les courbes, des virages avec Ça maintenant. freine, De mon toute façon, gars. maintenant on pose le coude. Maintenant ça va faire des années avec la venue de Marc Marquez, on pose le coude dans les virages. C'est absolument hallucinant. Et malheureusement, Fabio a dû au moteur. Respiration, là, Vous- aïe, aïe, vous le aïe, voyez- aïe, aïe. vous voyez aussi au moteur. Fabio a du mal avec sa Yamaha pour contrer la Honda Repsol de Marc Marquez. Déjà 5 titres de champion du Pas monde. Et facile de gagner une course avec un P3. voilà, j'avoue. Le B8. Le B8. Donc voilà. T'as du rangement. Pendant 24 tours, Fabio a été en tête. Il a fait une petite erreur à un moment sur un virage où justement il revenait fort sur Marc Marquez. Il a décidé de ne pas lui rentrer dedans. Et donc il a freiné. Je sais pas si. Non, c'est peut-être le prochain où il arrive très très fort Ouais, dans c'est la le prochain, courbe. là, je crois, on l'a regardé tout à l'heure. Je ouais. crois que c'est celui-là. C'est celui-là, Là, il va regardez arriver ça. très très fort. Et là, Non, là, c'est- là, c'est ça. non, c'est toujours pas celui-là. Non, La prochaine, alors. c'est vraiment en pleine courbe. Oui. Encore, remercie C'est là. Canal. Voilà, c'est là. Ouais, Tac. ça- Là, Oh là 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 là. On remercie Canal pour les droits. Là, il manque de Incroyable. se mettre au tas. Voilà, parce qu'en plus, Marc Marquez, ça faisait déjà les 2 derniers Grands Prix qui se faisaient passer sur la ligne, donc il était un petit peu revanchard. En plus, ce qui est un petit peu salaud, c'est que, comme je disais, il se dirige tout droit vers son 6e titre de champion du monde. Rins avait chuté, je crois que je dis pas de bêtises, donc au classement, il était vraiment bien. Il était même pas obligé d'aller chercher cette première place. Mais bon, Marc Marquez, on le connaît, c'est un battant. Carapace rouge. Lui, il voulait Bleu, ça bien marche. évidemment le passer sur la ligne. Donc les deux hommes se sont congratulés. Je rappelle, Fabio Quartararo, c'est un rookie en MotoGP, c'est sa première saison. Il est déjà à 4 podiums. Il a 20 ans. Hein. Il est Ouais, plus jeune c'est qu'Mbappé. incroyable. 20 Les plus jeunes 99. qu'Mbappé. C'est incroyable, et tu vois, pour faire le parallèle avec ce que tu dis là sur Mbappé, il y a Regardez, pourquoi- Marc Marquez, Thibaut Inchette, qui n'a pas fait de muscu. Ça, j'y tiens. Les petites motos. Mais Tu vois, c'est lui. qui n'a pas fait du scum, mais qui est allé à l'école. Non, mais Il est adorable. Thibaut est adorable. Oui, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. hein. Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup allé à l'école non plus, Marc Marquez. Hein. Ouais, parce qu'il faut être un peu ingénieur quand même, non? Je suis pas Faut sûr. au moins pouvoir remonter une roue ou un truc comme ça, changer une roue, non? J'allais dire Entre soulever une barre olympique et parler avec des ingénieurs de moto, c'est quand même pas pareil. Qu'est-ce qui lui ressemble, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ces prises d'angle. Ouais, magnifique. c'est incroyable. C'est incroyable. Les mecs se déportent complètement maintenant. Les pense fesses ça, sont hein. complètement sorties
sorti oui, de la selle. le genou. Enfin, c'est absolument. Pardon, Manu voulait incroyable. dire un truc à Oui, 6 minutes. Manu. Non, ce que je voulais dire, c'est pourquoi on a Ah, aimé... c'est pas une chèpe encore. Non, ça m'a fait peur. Pourquoi on a aimé cette course? Parce qu'elle est symbolique pour tous les passionnés de MotoGP, parce que quelque part ce duel, t'as l'impression Marquez-Quartararo, tout le monde l'attend, et Marquez le premier, parce que Quartararo a battu tous les records de précocité en arrivant notamment en Moto 3, je crois, à 15 ans et demi, je crois. Tu vois, 16 ans, on n'a pas tous la même adolescence en tout cas, et quelque part c'est un petit peu l'avènement de ce garçon-là au moment d'arriver en MotoGP, et comme tu l'as dit, ce qui est incroyable dans la performance de Fabio Quartararo, c'est qu'il faut pas oublier que tu l'as dit, il a pas une moto officielle, il est chez Yamaha, et je crois que sa moto en termes de régime rendait 500 tours par exemple à celle notamment de Rossi qui est dans une écurie officielle, pardon. Et donc du coup dans un circuit comme celui de Saint-Marin où tu as, je crois, 3 grandes lignes droites, forcément il était désavantagé, ne serait-ce que contre la Honda. Et c'est incroyable, fallait pas faire de faute. Il en a fait 2 bénines, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Non, mais c'est absolument incroyable. Et justement, il disait que avec sa moto, ça va être compliqué sur les prochains Grands Prix qui vont arriver où il y aura beaucoup de lignes droites, où là le moteur va faire la diff. Par contre, sur Phillip Island, le circuit australien, là il y a une bonne chance s'il continue encore. Mais de toute façon, là je vois pas comment il ne pourrait ne pas monter sur la plus haute marche du podium. En tout cas, Fabio, hein, tu es dans la perf de la semaine. Tu dois être vraiment très très heureux. Allez, on passe sur le prochain grand débat. Ça fait beaucoup de bruit pendant tout l'été. On s'est dit qu'on n'allait plus en parler. Bon, on en reparle quand même. C'est le grand débat tout de suite. Mais avant tout, un super scoop. Et ce qui paraît, Thomas Dufan a une super info. Alors, on a dit que Thibaut InShape n'est jamais allé à l'école. J'ai pas dit ça. J'apprends que Thibaut InShape est donc allé en école de commerce. D'accord. Voilà, je voulais Il a commencer ce pas débat. encore réussi, tant mieux pour lui. Oui, bah voilà, je voulais juste te dire ça. Voilà. Rizzo, on peut remettre le générique du grand débat, s'il te plaît? Maintenant. Le grand débat, ça y est, le Ney a enfin fait son premier match au Parc des Princes. Neymar, alors comment allait-il être accueilli? On s'en doutait un petit peu, mais nous, là, on est très fort sur House of Sports et la First Team, c'est qu'on avait un envoyé spécial sur place. Et c'est Manu. Manu, t'étais au PDP. Ouais, j'y étais une très belle après-midi. On était tous venus, bien sûr, siffler Neymar. Non, c'était pas le but de l'après-midi, non. Bien placé, Manu. C'était franchement. Ouais, attends, où est-ce que t'étais placé déjà? Moi, j'étais très très bas. Alors c'est super parce que tu vois les mecs, tu sais, quand t'es gosse, t'adores. Oh là là, ils sont beaux, ils sont tout près de moi et tout. Mais en fait, tu vois rien sur le jeu. Je pourrais pas vous parler de la. Et tu veux nous parler du match, donc. Non, voilà, c'est ça. De l'échauffement de Cardi, t'étais à côté. L'échauffement des Cardi, ouais, quand il est sorti, ils vont passer devant. Je fais putain. Putain, la vérité, t'as réussi, gros. Mais non. Et c'était honnêtement. Tu sais quoi? Il y avait un parfum de soufre qui s'est vite parti, qui est vite parti. Mais sans déconner, quand tu arrives dans le Parc des Princes cet après-midi-là, tu dis putain, on va vivre une après-midi qui va être bien spéciale. Ça fait bien longtemps que j'avais pas vu, en tout cas, un esprit comme ça, quelque chose de très pesant, on va dire, sur cette pelouse. Mais en plus de son retourné, Neymar a vraiment retourné le parc. Moi, ça m'a vraiment choqué, en fait. Alors justement, quand tu dis retourner, parce que bien évidemment, il y a eu les fameuses banderoles. On s'attendait que le COP balance des banderoles. Tu peux nous pour 20. Alors c'est quoi? C'est pour 20 millions pour rejoindre Messi. Pas de putain à Paris. Bien sûr, bon, on reconnaît toute la grâce et toute la pluie. Mais là, par contre, celle que je préfère, Elle est dure, je vous la fais avec l'accent. Neymar, c'est Van der Soufino, Nauma Vimisa. Bon, bref, c'est Neymar, senior, hein, le père. Tu peux vendre ton fils à la Villa Mimosa. C'est le quartier des prostituées à Rio. Et je crois que Erwan a déjà un bloc à son nom là-bas. En tout cas, une ardoise. On appelle ça une ardoise. Ça fait, il lui reste 28 minutes de son anniversaire. Rien que ça, quoi. c'est son anniversaire. Tu m'as enfoncé tout à l'heure. J'ai dit à moi, bon, de là, me suspecter de faire vivre ce marché de la prostitution, quand même, quoi. Je ne suis qu'un simple et honnête journaliste qui sert de faire son métier de la plus belle des façons. Et c'est vrai que quand je fais des matinales et que je finis, bah écoute, merde, j'ai pas tout de suite envie d'entrer chez moi. Donc Manu, qu'est-ce qui s'est passé quand Neymar est rentré pour son échauffement? Bah, en fait, si tu veux, déjà, il y a eu le tapis rouge qui a été supprimé. Tu sais, la fameuse accueil des joueurs qui passent devant les supporters, etc. De la Saumur, j'adore. Et ensuite, non, surtout, l'échauffement, Neymar sort. Je crois que tu as déjà une première banderole qui sort. Ça siffle mais vraiment un parc incandescent. Tu as le speaker qui dit pas Neymar, mais qui dit, tu sais, tous les prénoms qu'il y a, parce qu'au Brésil, tu as 4 ou 5 prénoms. Bref,
bref, ça siffle quand même, etc. Et puis tu as le début du match, et à chaque fois qu'il touche le ballon, il est sifflé par tout un stade, hein, donc c'est assez impressionnant. Lui, non, mais en tout cas pour nous, c'est impressionnant. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est la sensation que j'ai eue. Je sais pas si vous avez eu la même devant votre télé, c'est que j'avais l'impression que du coup, il ne jouait entre guillemets qu'en une touche. Il portait pas ce ballon, il le gardait pas ce ballon. Je sais pas si c'est vis-à-vis des sifflets, mais moi dans le stade, j'avais cette sensation-là. Et puis passer la demi-heure de jeu, parce que Paris était très très peu inspiré d'un point de vue offensif, il a un petit peu plus porté, il a fait des différences. Et en fait, au bout de 35 minutes, tu as quelques sifflets, mais la majorité du parc qui sifflait depuis des minutes et des minutes commence à se taire. Et l'apothéose, on va dire, c'est quand il marque son but dans l'arrêt de jeu, un but somptueux, et que là, en fait, c'est un petit peu les réconciliations, si tu veux. Bon, c'est un peu telenovela ce que je vous raconte, mais il marque son but, il le fait de façon un peu timide, il y a quelques sifflets, ça applaudit quand même, tout le monde n'est pas debout, et puis en fait, il remonte le terrain, et sur l'engagement, il lève les mains au ciel comme ça, en applaudissant le public, et là, le parc se lève. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, le parc se lève, le parc crie, il y a un vrai enthousiasme, en tout cas, pour ça, et là, tu as l'impression que il y a eu la réconciliation. Et le COP, quand même, c'est parce que c'est surtout eux, c'est ce groupe de supporters. Polo, toi qui étais un ancien bagarreur des sorties du Parc des Princes. Non, mais toi qui as été un abonné, c'est surtout ce groupe de supporters-là qui apparemment n'a pas envie de rendre le retour de Neymar facile. Ouais, moi je comprends pas trop leur réaction, honnêtement. Toi, t'étais remonté cet été, tu faisais partie des mecs. Remonté, je le suis toujours. J'aurais pas agi comme. Je comprends pas. Je trouve déjà que leurs banderoles ne sont pas inspirées. La première ne l'était pas. On la comprenait pas. C'était bizarre. Celle qu'on a vue sur le match de samedi, pareil. J'ai trouvé ça nul, même pas drôle, même pas un peu bien senti. Je trouvais ça cata. Moi, ce que j'aurais fait, je serais allé au parc. Et j'aime le PSG très très fort. Et un jour, plus que la first team. C'est une question sérieuse qui peut à débattre. Tu peux changer beaucoup de choses pour ton avenir. À une époque, justement, à l'époque où j'étais abonné, je me souviens que le COP avait mis une banderole. Siffler nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mine de rien. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a fait Neymar, ignorez-le. Il marque un but. On dirait pas. Et il tire un penalty, il faisait qu'à vous retourner. C'était un mec qui avait tweeté ça et j'étais assez d'accord avec lui. Mais vous ne le sifflez pas. Parce que le siffler, c'est siffler un joueur du PSG. C'est siffler l'institution PSG. Alors pour Kurzawa, alors. Mais c'est pareil. C'est pareil. Siffler un joueur du PSG, pour moi, c'est catastrophique. C'est un truc que je ne pourrais jamais faire de ma vie. Après, d'autres vivent leur supporterisme de manière différente. Moi, c'est la manière dans laquelle je vis. Je n'aurais pas sifflé Neymar. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai énormément insulté, lui et beaucoup de ses proches et de sa famille pendant cet été. Oh, ben d'accord. Mais l'Italien, il a niveau ça, d'ailleurs. Il en a tapé là. C'est un joueur Il avait super argumenté au plus coup. C'est le dérapage. C'est un joueur dont je souhaite le départ le plus rapidement possible du PSG. Mais après, il est aussi obligé de faire une énorme saison. J'ai envie de le voir faire une énorme saison pour le bien de mon club. Et pour le bien de mon club, il l'a très bien dit aussi. Tu vas lancer justement la déclat. Il l'a très bien dit que c'est un joueur du PSG et les supporters doivent être derrière le PSG et pas derrière lui. Lui, il s'en fout. Voilà. Je trouve qu'il a bien résumé la situation. Enfin, c'est important qu'il y ait des mecs qui soient gardiens du temple et garants de l'institution quand même, et notamment quand tu supportes le PSG depuis 20 ou 30 ans. Je comprends que tu puisses être choqué, je comprends que tu puisses remettre l'église au centre du village, tu vois, comme on dit, et je comprends qu'ils puissent réagir et qu'ils disent pas amen à tout, parce qu'aujourd'hui, un supporter du PSG, il est justement résumé à ça, un mec qui accepte tout, un mec qui accepte tous les outrages et qui laisse absolument tout passer. Le rôle du supporter, c'est ça aussi, c'est faire cette soupape de sécurité. Sinon, le mec, T'as raison, mais là, finalement, moi, je suis d'accord. C'est mal fait. C'est très mal fait. T'as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. T'as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Il y en a plein qui le disent. Mais moi, aujourd'hui, je remets mon amour du PSG dans les mains d'un homme. C'est Leonardo. Je suis là à lui dire, maintenant, on a besoin que toi, tu sois ce garant du temple, ce garant de l'ADN PSG, et j'ai l'impression que tu fais du bon travail. Paraît-il que Neymar, quand c'était fini avec le Barça, a demandé à voir Leonardo lors d'un dîner en tête-à-tête. Léo a dit non. Alors, je ne sais pas si c'est réellement vrai, mais en tout cas, c'est ce qui est sorti. Il a dit non, on va se voir tous les deux lors d'un déjeuner avec tous les joueurs. Si tu veux qu'on se voit, il n'y a aucun problème parce que maintenant au PSG, il n'y a plus de passe droit. Et voilà, moi, c'est ça dont j'ai besoin. Neymar
qu'il perfe ou qu'il perfe pas, j'ai besoin que Leonardo soit cet homme-là. Et là, pour l'instant, il assure. Et justement, alors, il y avait des journalistes, on l'a tous quasiment vu, cette interview, enfin en tout cas beaucoup, sur les différentes radios, etc. C'est qu'avez-vous ressenti au moment où vous marquez votre but C'était pas du tout ça. Non, ils ont été, pardon, en parlant des supporters, voilà. Tout le monde sait que je voulais partir, j'ai tout fait, mais ils ne m'ont pas fait partir. C'est en parlant des dirigeants. C'est un chapitre clos, je n'en parlerai plus. Ma tête est au PSG, je vais tout donner sur le terrain, je suis totalement concentré ici, je vais me donner à fond comme dans chaque club où je suis passé, c'est mon travail. Ensuite, il y avait aussi autre chose, c'est qu'avez-vous pensé de l'ambiance ? Il a dit je suis très tranquille, on sait tout ce qui s'est passé, je comprends que ce soit très difficile pour eux, mais en parlant bien sûr des supporters, mais à partir de maintenant, je suis un joueur de PSG, s'ils veulent me siffler, il n'y a pas de problème. Bon, il montre qu'est-ce qu'il nous montre là-dessus, c'est que effectivement, il a aucun attachement au club parisien. Il est attaché au club. Il n'a pas envie d'être là. Non, il n'a pas envie d'être là. Là, Il est c'est attaché pas au club ça, de façon contractuelle. C'est pas ça que je lis. C'est à peu près ce que tu dis, mais c'est juste. Moi, je suis un professionnel. En fait, c'est ce qu'il nous a pas montré sur ces 2 dernières années. C'est non, moi, j'arrive, je m'en fiche de tout ça, le contexte, etc. Je suis professionnel, je suis payé pour aider cette équipe à progresser. C'est ce que je vais faire. Et moi, ça me va. Qu'il soit là et surtout quand il sort d'un match où il t'offre les 3 points alors que tu ne les méritais pas vraiment. Et il a été honnête, il a été dans sa célébration, dans son truc. Il aurait pu faire un bon honneur au public. Il a été excellent dans sa com sur le terrain, dans sa com en dehors du terrain, face aux journalistes. Voilà. Moi, je suis satisfait de son retour. C'est un genre. C'est la meilleure réponse qu'il puisse apporter. Satisfait. Moi, je veux qu'il se barre le plus rapidement possible parce qu'il a manqué de respect. Non, moi, je veux gagner, moi. Et oui, mais avant qu'il se barre. Oui, mais tu gagnes quoi avec ce joueur ? Qui a gagné quoi avec ce joueur ? Il y a une année qui va se dérouler. Ligue des Champions dans une équipe où il n'avait pas besoin d'être là ? Moi, je préfère quand même qu'il soit dans l'équipe. Pour être tenté de gagner, plutôt qu'on soit sans lui. Aujourd'hui, c'est la réalité du PSG. Je veux qu'il s'en aille le plus vite possible, mais pour l'instant, je le trouve digne et il faut arrêter de le siffler. Il faut l'ignorer. S'il fait une très belle année, tu vas pas au bout et tout, qu'il ferme sa gueule et que je te parle pas d'embrasser la discussion, mais qu'il soit investi professionnellement au PSG, tu veux absolument. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Mais alors pourquoi je veux qu'il se bat ? Il ne veut pas être là. Même pour lui, il a tout intérêt à être bon sportivement pour la suite de sa carrière. Il le sera. Et justement, j'avais vu un commentaire dans le chat en disant ça y est, il a mis un ciseau, les supporters parisiens l'ont quasiment pardonné. À votre avis, moi je pense pas. Je pense pas. Ça va toujours rester un peu en travers de la gorge. Il y a la réalité du foot. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit pardonné ? Il faut qu'il gagne la Ligue des Champions. Non. Mais ce qu'il a fait contre Strasbourg, c'est le début d'une réponse. Qu'il soit bon sur le terrain, qu'il fasse gagner des matchs. C'est la meilleure des réponses. Basta. On lui met pas un objectif. Mais non, mais tu peux pas lui mettre d'objectif. Si au bout d'un moment ils se font sortir en quart de finale et qu'il est excellent, mais que derrière l'équipe perd, tu vas pas non plus tout lui mettre sur le dos. Je crois qu'au bout d'un moment, le meilleur chose pour le PSG, pour lui, c'est d'en parler, c'est d'arrêter d'en parler et qu'ils aillent atteindre leurs objectifs en étant concentrés que là-dessus. Il y a trop ce qui a tué aussi le PSG ces 2 dernières saisons ou ces 3 dernières saisons, c'est tous les à côté. C'est tous les à côté, c'est pas spécialement le terrain, c'est tout ce qu'il y a autour. Et je crois que Leonardo aujourd'hui, il a envie et c'est bien qu'il soit là pour le club. C'est qu'il arrête, c'est qu'on parle terrain sportif. Et quand on voit le match contre Strasbourg, sur le terrain, il y a beaucoup de choses à régler parce que ça fait vraiment pas kiffer à 2 jours, 3 jours, 2 jours de jouer le Real Madrid. Et justement, belle transition, voilà, magnifique transition, il me l'a piqué. On va répondre par le sportif, sauf que Neymar ne sera pas là. Il est suspendu 3 matchs suite aux insultes qu'il a proférées lors de PSG Manchester. Donc Paris va affronter le Real de Madrid en phase de poule. Qu'est-ce que vous voyez vous comme échéance sur ce match ? C'est 2 équipes un peu avec un début de saison un peu similaire. Pas mal de blessés, pas mal de retard à l'allumage dans le jeu. On a vu Madrid très bon le week-end dernier, mener 3-0 rapidement, je finis, et se faire peur sur la fin. Il y a même une occasion pour qu'il se fasse remonter, pour qu'il y ait l'égalisation dans les dernières minutes. Ça prend des pions. Paris a l'air peut-être un peu plus sécure derrière, même si je pense que l'opposition... Ça va leur faire tout drôle de voir arriver Benzema quand même. Ouais, donc là ils vont prendre Benzema, ça sera plus à York, même si j'aime beaucoup ce joueur. Donc, enfin, moi j'ai trouvé quand même Paris qui s'est fait, par Strasbourg, qui s'est fait quand même pas mal. Il y a eu des espaces, quoi. Ouais. Il y a eu des espaces. Depuis la saison, il y a des espaces. Hein. Après, c'est pas le même type de match. Hein, donc après, c'est la Ligue des Champions, ça transcende, c'est à domicile. Il y a des mecs d'expérience. C'est le moment de lancer ta saison aussi. Voilà, c'est important de faire une bonne performance sans Neymar qui est suspendu, sans Mbappé qui
qui est out. Cavani, tu me disais que peut-être. Cavani, non, c'est officiel depuis cet après-midi. Il avait repris l'entraînement, je crois, en fin de semaine c'est ça. dernière. Et apparemment, non, c'est trop tôt. Donc Ils il ont le peur jouera du pas. risque de rechute, on va dire. Donc, t'es avec une équipe un peu expérimentale, avec Icardi qui serait normalement titulaire. On n'imagine pas Choupo titulaire face au Real. Donc tu vas devoir peut-être jouer en 4-3-3 avec un Di Maria sur un côté, avec Sarabia qui nous a de pas l'autre. énormément fait kiffer Non. ce week-end, avec du Gay, du Verratti et ainsi de suite au milieu. Tu as l'occasion de faire un bon match pour lancer ta saison. Mais voilà, ça va être- C'est ça la réalité. deux équipes. Et ça marche pour l'autre équipe aussi. Deux équipes qui se cherchent, c'est impossible de savoir quelle physionomie on va avoir après-demain soir. Quoi. Enfin, je sais pas. Le Real, c'est pas la folie du tout depuis le début de la saison. Nous, c'est exactement pareil. Moi, le PSG m'inquiète beaucoup. Si Hazard revient. Hazard est revenu. Il a joué ce week-end. Moi, de là à dire que je suis rassuré, non. Heureusement que le Real ne va pas bien, mais le Real est une grande institution, est un grand club, et c'est une bête blessée. Une bête blessée est une bête dangereuse, hein, je ne vous l'apprends pas. J'aime bien ça. Attaque chasseur. Il y a beaucoup d'absents. Ramos n'est pas là, Modric n'est pas là. exactement. Fernand Mendy va jouer parce que Marcelo n'est pas là. Eux aussi, c'est une hécatombe. Mendy, il est revenu aussi. Il est revenu, Mendy. Oui, normalement, j'ai vu tout à l'heure qu'il devrait jouer. Hazard serait pas à 100%. Bah non, il revient. il a un bout de match, Il est sur le hein, de toute retour. façon, Il y a clairement un coup à jouer là. hein. Bah ouais, mais des deux côtés du coup. C'est C'est pas le même c'est salut. pareil côté Paris, et il y a quand même un truc qu'on oublie. Alors, on va peut-être pas parler de la défense, parce que c'est vrai que contre Strasbourg, tu concèdes 3 grandes occasions, et peut-être que si c'est le Real en face, c'est C'est un bon différent. gardien, donc ça change aussi. Mais t'es un bon gardien et ça change, ça fait du bien. Mais par connais contre, les moi, mecs en c'est face, quoi. l'animation offensive que j'ai trouvé d'une grande pauvreté. Et on va pas faire ce bilan juste après le match contre le Real Madrid, mais l'animation tactique, le plan tactique de M. Tourelle, il va quand même falloir commencer à s'y intéresser et à se poser les bonnes questions, parce que quand tu réfléchis, il y a aucune Depuis 6 inspiration mois. dans ce jeu parisien. Depuis 6 mois, il y a plus depuis rien. 6 mois. Depuis 6 mois, il n'y a plus rien. Pas forcément sur le système, changement de joueurs, mais finalement à des postes que les joueurs qui sont arrivés connaissent. Enfin, il y a des problèmes. Bah, le problème des absents. Moi, je suis désolé, avec Sarabia, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il apporte pour l'instant sur C'est le terrain. Charabia pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est Charabia, Il a un exactement. mec de Excellent. complément en même temps. Mais après, son poste, quel est son poste à Sarabia? Pour moi, j'ai l'impression qu'il jouait plus bas l'année dernière en Espagne. Là, tu le projettes ailier, dit James très aussi, hein. offensif. James Rodriguez, pardon. Ouais, pareil. James Rodriguez en forme aussi, ouais, James. Ouais, ouais. Moi, je LeBron James qui va cartonner avec les Los Angeles Lakers de Madrid, là, ça va être énorme. Ah, mais je dis James, alors je sais que c'est James Rodriguez, quoi, c'est un truc de ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une phrase qu'on n'a pas envie d'entendre. Si Paris bat le Real Madrid, c'est Paris a envoyé un message à l'Europe. Ça, c'est le genre de truc. C'est le genre de truc qu'on va absolument pas Battre entendre. Madrid, peu importe la gueule de Ah non, l'équipe, c'est non, comme au basket, battre Team OC. Ouais. Quand tu joues Madrid, et honnêtement, Lyon l'a fait à des époques où Madrid c'était pas au top et tout. Battre le Real, tu sais quelque chose. Et donc, on va pas chercher, oui, mais il y a un tel. Oui, mais tu ne Battre tireras le pas de Real- conclusion pour la suite. Non, mais battre le Real, c'est quand même, ça fait du bien au moral. Tu vas le lundi à l'entraînement, le jeudi, là, pour le coup. À la machine à café, tu vas à l'entraînement, voilà. Un peu bomber le torse, quoi. Voilà. Tout à fait. On en profite pour dire qu'on sera en débrief sur la chaîne. La chaîne YouTube First allez-y, Team allez-y, Sport. bien Donc, sûr. comme l'année dernière, on fera des grands débriefs après les grands matchs de Ligue des Champions. On vous tiendra au courant au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de débriefer ça avec nous à partir de 23h, PSG Real, on sera là avec l'équipe de copains pour démonter les perdants et dire bravo, alléluia aux gagnants. Voilà. Très bien. Tout simplement. Messieurs, je vois que vous êtes forcément 4. Je pense que ça peut faire du 2 contre 2. Je pense Attends, on me demande juste un petit Oui. commentaire sur la victoire de l'OM hier. Il y a Oui, beaucoup de vas-y, Marseillais dans le chat. Allez, vas-y, Et lâche-toi. donc sur Dario Benedetto, la grosse recrue la grosse recrue marseillaise de l'intersaison. On reprend Donc le ballon ce joueur où il y avait un petit peu d'incertitude, on le connaissait pas. Clairement. Et pourquoi? C'est parce qu'il avait jamais joué en Europe, il revenait d'une blessure. Et honnêtement, Manu, tu vas pas me contredire, c'est pour alors il a eu un premier match compliqué face à Reims où il était rentré en cours de jeu, un match où il rate un penalty face à Nantes, mais on l'avait senti dans 2-3 appels. Il est monté crescendo physiquement et il fait énormément de bien dans le jeu. Alors on n'est pas sur le grand attaquant type Neymar, Mbappé ou quoi que ce soit, mais c'est pas les mêmes postes. Mais en tout cas, il décroche, il participe au jeu, il est tueur devant la cage. Ah oui. Il fait beaucoup de bien à cette équipe. Et voilà, alors on a Et pas la Grinta. Voilà, on a La bien la Grinta, Grinta. mais c'est On n'a pas un exactement attaquant à 60 millions d'euros, mais on a un attaquant qui est content d'être là, lui, qui est bon dans le jeu et qui met des pions. Donc voilà, on Et puis qui a l'image de Marseille Voilà, aussi, et qui effectivement, et il y a beaucoup de. Et du cœur. je sens que les Marseillais cœur. enfin retrouvent les supporters eux, qui souffrent, qui ont beaucoup souffert. Je trouve qu'avec Benedetto, ils retrouvent un petit peu toutes les valeurs qu'ont fait l'histoire de l'OM. Et voilà, c'est bien d'avoir Benedetto à l'OM. Et sa Alors, du coup, Papin ou complémentarité. Benedetto comme meilleur. Ah non, mais meilleur attaquant de et l'histoire. Bellegarde hurler, sur le but de et sa Germain. complémentarité Ouais, ouais. avec Avec Germain, exactement. Je suis très content de voir Germain en attaquant de complément à côté de ce mec-là, parce qu'il fait beaucoup. Parce qu'il est bon, il rend meilleur plein de mecs aussi Exactement. autour. D'ailleurs, Il il travaille lui pour fait les une bonne autres passe aussi. sur la transversale à Germain Ah, sur le exactement. deuxième but. Non, mais c'est un bon C'est une blague joueur. Hein C'est une blague
Bah oui. Non, parce qu'on l'a pas vu. Non, parce qu'il avait mis une bonne tête sur la barre. Oui, mais Il y a les supporters marseillais quand même qui ont envahi le terrain à la fin du match. Quand les Marseillais sont venus les saluer, et il y a Radonjic qui a un petit peu la tête de turc des supporters marseillais qui a quand même pris des mains à la gorge. par contre, c'est pas turc, hein. J'ai quoi Non, la tête de turc. J'ai dit, ah oui, d'accord. bref. Et Radonjic, il s'est fait un peu bouger hier par les supporters marseillais. Pas la meilleure des images, on gagne, tout va bien. Même si le mec il est pas bon, que c'est un petit jeune, s'il va lui mettre des mains à la figure comme ça. Les gars, du calme, tranquille, on vient de gagner 3 matchs d'affilée. Est-ce qu'on peut un jour, dans ce club, dans cette ville, passer des moments un peu calmes, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Donc j'avais vu 2 commentaires de suite. Est-ce que vous avez parlé de MotoGP et de Quartararo? Bah oui, on l'a fait. C'est à 22h30 le début. C'était malheureusement il y a 20 minutes. Et là, monsieur, là, les choses difficiles là commencent. Il est 23h48. Vous êtes 2 à ma gauche, 2 à ma droite. Je pense qu'on va sortir le buzzer et on est parti sur le Money Time. C'est maintenant tout de suite des jeux. Messieurs, pour le premier, de toute façon, c'est à moi d'allumer, mais pour le premier, vous n'aurez pas besoin de buzzer. Nous allons faire ce qu'on appelle le jeu de l'énumération. Vous savez que j'aime bien ça. On va jouer sur un effectif. On va jouer sur un effectif, donc je vais tout de suite le retrouver dessus. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai pas perdu, messieurs. Et en plus, là, justement, c'est pour fêter l'anniversaire d'Erwan. L'équipe de Marseille, joueurs et remplaçants, de la finale de 1993. Encore Encore. Mais il était pas là, on l'a pas fait. Vas-y, mais je vais pas me Mais on l'a fait, je vais pas on me l'a faire fait baiser une cette fois fois. avec toi, on l'a refait une deuxième fois où t'avais été honteux. C'est pas mon problème. Pourquoi on refait Je sais tout pas ça de quoi tu parles. Non, voilà, non, mais si vous voulez, encore si vous voulez, je fais pire. Ah non, non, non. Je mets le Milan AC. Non, 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 mais l'OM, c'est bon, tu as dit l'OM, c'est toi. Il y a un arbitre ici ou pas? Attends, on fait des énumérations à chaque fois, ce sont les mêmes. Ok, je prends Milan. Oh non. Bon, Vas-y, on peut prendre Milan. fais l'OM. Très bon lobby, fais très l'OM. bon Bon, mais commencez, allez, commencez. Ou alors Sûr. on fait si vous voulez, non, allez, si vous voulez, on fait Faites tous les tout le joueurs. monde. On Allez, fait tous les vas-y. joueurs. Allez. Ah, mais Commencez. 22. Bah vas-y, on peut faire... Barthez. On fait comme ça un par un? Oui, oui. Barthez, c'est une bonne Non, réponse. mais un par un, De oui, Sailly. on va se consulter. C'est une bonne De réponse. Sailly. Bonne réponse. Deschamps. C'est une bonne réponse. Angloma. C'est une bonne réponse. J'ai peur de faire une truc, donc on va avancer. Ouais, je sais à qui tu penses. Vas-y. Après, Il va falloir aller vite quand même. Il va falloir aller vite. pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de Costa réfléchir comme Curta. ça. Oh, tu parles. Ah ouais, ok. d'accord, Bonne, carrément. il part au J'ai Milan. C'est une bonne réponse. Alain Bokchich. Ouais. C'est Petit une bonne voleur. réponse. Petit voleur. C'est une bonne réponse. Abedi Pelé. C'est une bonne réponse. Je sais pas si... Après, il y a... Je sais pas si JPP est rentré à la fin. Non, Alors, vas-y. Boli. On l'a pas dit, Boli. Bien sûr, Boli. Qui rentre ou qui rentre pas Évidemment. Ah bon Si J'avais c'est peur sur la feuille de que- match, Jean-Philippe Ah ouais. Durand. J'avais peur qu'on l'ait déjà dit. Jean-Philippe Durand. D'accord, bah vas-y, Papin alors du coup. Hein. Ouais, mais attends, Milan AC. pour quelle équipe? Ah oui. Ah, voilà. Ah ouais. Mais t'es sérieux J'ai un ton piège, gars, non, mais là j'essaye de gratter, ton gros. mec, là, là-bas, J'essaye de gratter, gros. Baresi. Baresi. Baresi, absolument. Franco Baresi. J'ai un doute. Vous voulez I got a big doubt, my man. Ouais, Est-ce qu'on Je pense qu'on a- t'en as d'autres, vas-y, mais moi. Allez. Pour moi, 93, il joue. 93. Pour moi, il joue. J'avais un an, je m'en souviens, il joue. Bah vas-y alors. Est-ce que vous pouvez couper le chat en fait à la régie? Ah, Parce qu'on sait jamais. Non, vas-y, Tom, vas-y, dis. Après on pourra le remettre. Il y a plein d'Italiens sympas. Il va falloir que je fasse un. Albertini. Oh, il y est. C'est une bonne Il y est, ouais. réponse. Richcard. Il y a toujours un doute. Non, non. Non, Richcard. Richard, c'est non, pas- il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il y a pas de doute. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y avait pas. Pff, vache, non, il était pas là. Un Croate numéro 10. Dimeco était là. Dimeco était là. Ah, dis-moi, J'ai déjà dit, hein. Non. Non. Je l'appelle. T'as dit Jean-Philippe Durand. gros. Rude Gullit. Il était là, Julie Je tire, putain. On est sûr qu'il était là? Gros, il y en a un des deux qui est pas là. Hein. Si, les deux sont là. Il y en a un des deux qui est pas là. La vie de ma mère, il y en a un des deux. C'est bon, je te jure. C'est une victoire pour la C'est team. vrai Non, Gullit, il est pas là. Gullit, il est pas là. Gullit, il est pas Enfin, là. en 93, C'est Richard J'allais Van le dire, Basten. donc je sais bien qu'il l'ait dit. Non, mais je Richard te Van jure, c'est Basten. pour ça tout à l'heure j'ai hésité. Alors Mais les Maldini, gens, il jouait, non les gens. Maldini était là, là? Je perds encore là-dessus, c'est un scandale. Rude Gullit, il est pas là. Attendez. Eh, c'est la troisième fois qu'on fait ça. Attends, moi, je suis sur mon internet. Je vais. Non, non. Je suis sur internet. Rude là. Gullit, il est en 91, c'est sûr. Oui, mais il va où après en 93? Je joue pas à la Jacques, je sais pas, il a sais fait rien. sa À la mère. retraite. Moi, j'allais le dire. Je vous dis ce que vous n'avez pas cité. Je crois que vous n'avez pas cité Franck Sauzet, Ah oui. J'ai hésité. Jean-Jacques Edely. Qui je l'ai dit, moi? Non, Jean-Philippe non, tu l'as pas dit, Durand. tu t'allais le dire. Pascal Olmeta, Ah, Casoni, Ouais. Jean-Christophe Ouais, Casoni, Thomas, j'avais. Jean-Marc Ferreri. Du côté de Milan AC, Mauro Tassotti, Ah oui. Ça saute Paolo latéral. Maldini, oui, Ah oui. Lentini.
Albertini, ça a été dit. Ouais. Rijkaard, Donadoni, Van Basten, Massaro. Van Basten, j'ai hésité, moi. Kudicini. Pas C'est là où il se blesse, je crois. Bastet. C'est pas sur ce match-là, il se blesse. Bastet. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai la carrière de Ruud Gullit, 1987. Mais il est pas vrai match, il est Il est à pas la sur la Milan. feuille. Il Et joue c'est pas. peut-être Il est fait la blessé, chine. gros. C'est C'est peut-être fait la ça, chine. La vie de ma mère, je vais aller vérifier. Il a le 11 et les remplaçants. Nava, C'est peut-être fait la chine en demi-finale, Eragno, Evani et Jean-Pierre La Rouen Papin. découvre aujourd'hui qu'on peut être dans un club et ne pas jouer un match. Demande à Neymar, hein, gros. Messieurs, on va faire un petit test buzzer. Son anniversaire. Ok, très bien, parfait. Je réactive les deux. Bon, Messieurs, hop, je vais le tweeter. tiens. là, c'est une question. Sur le PSG, je- maintenant. je sais pas si ça va Remettez être le très- chat, remettez le chat. Donc là, pour l'instant, c'est 1 point pour la team Un Thomas. scoop. Vous pouvez remettre la. Tu veux faire 2 points? Non, tu fais comme tu veux. En même temps, je sais pas quoi. Est-ce qu'il compte, c'est qu'on s'amuse? Non, il faut le score quand même. Combien je vous donne? Je vous donne 2 points. Allez, voilà. À la Sampdoria, il arrive en 93, donc c'est la saison d'après. Il n'était Attends, en pas janvier, sur la gros, en feuille de janvier. match. Il n'était pas sur la feuille de match. En janvier, il y est, hein. Il n'était pas sur la feuille de match. Messieurs, On se refaire. Gaël Monfils, le fameux tennisman, est champion du monde. Mais dans quel sport? Ah non. Poker. Non. C'est une mauvaise Mauvaise réponse. réponse. BMX. C'est Non, une mauvaise ça a rien réponse. ça. Je sais, mais ça se tourne quand même, hein, Rouen. Je vais dire ça, moi. Attends. Allez, vous pouvez tourner. J'ai appris ça tout Pas à dans l'heure. le tir à la corde, là, on l'a vu face à Genius. Vous pouvez enlever le truc, s'il vous plaît. Ah ouais, le enlevez chat, enlevez le chat, enlevez le chat. Pardon, là, j'ai pas vu sur celle-là. C'est bon parce qu'il a dit Volo. Non, c'est pas bon. Bah, Acrobranche. Beach tennis. Le quoi? Beach tennis. On n'est pas loin. Beach. Vous pouvez. Beach volley. Ce n'est pas une bonne réponse. Merde, attends. Je sais pas moi. Attention, un petit indice. Les mains près du buzzer. Ouais. C'est aussi un sport de raquette. Badminton sur la plage. Badminton sur la plage. Non. Du paddle. Du padel. Du padel. Il est champion du monde de padel en mars 2006. Moi, j'ai entendu le Après, paddle, hein, le paddle. Ouais, moi aussi, c'est les grands non, plans non, des c'est écoles. compris. C'est un mec qui est debout sur l'eau. hein. Je sais ce qu'il voulait dire. Et Gullit, il joue pas en 93. Je sais ce qu'il voulait dire. En mars 2006, Exactement. après son élimination prématurée du premier tour, tournoi de Las Vegas, Gaël Monfils est aussi devenu par hasard champion du monde de padel. Resté hasard. aux États-Unis pour s'entraîner avant le tournoi d'Indian Wells, il s'initie à ce sport très prisé des Américains. C'est une discipline dérivée du tennis, née en 1898, qui se joue selon les mêmes règles sur un cours réduit aux 2 tiers, avec des raquettes, des murs, etc. Et puis même des sorties. Je vous invite à acheter un coup d'œil, ça devient très à la mode et peut-être que prochainement, Ouais. bref. Attends, t'as dit 1890 quand même. Ouais, 1898, à mon avis, mon copier-coller n'est pas bon. Ça me paraît bizarre. C'est pas le seul, j'ai Il l'impression. il dit, je trouvais ça marrant. Les organisateurs du championnat du monde qui se déroule en même temps que le tournoi de Las Vegas lui proposent une wildcard pour disputer la compétition. Mon fils bat alors au premier tour Scott Friedman, le fédéraire du padel, et remporte ensuite l'épreuve. Il doit avoir un seum, le gars. Ouais. Il y a que l'autre qui est Gaël Monfils Voilà. qui déboule. Voilà. Ah non, c'est les images C'est 2015, mais. Ah ouais, d'accord. Voilà, Parce que- ça c'est du padel. Donc en fait c'est un. Non, mais Ouais, franchement, ouais, c'est sympa. Ça a l'air très Vous lourd. voyez, vous jouez avec les murs, on a le droit qu'à un seul rebond sur le sol. Vous n'avez pas le droit de taper directement la vitre, je crois. si Non, je ouais, dis pas de on peut bêtises. pas taper. Et vous voyez, il y a quand même des sorties sur les côtés où on peut jouer. attends. Les joueurs peuvent sortir du terrain pour remettre la balle en jeu. Quoi ? Oui, tu vois, il y a des sorties sur les côtés. Et en fait, tu les utilises quand même dans le jeu. Donc, Très lourd. Et les Voilà, spectateurs avaient répondu présent en tout cas. mais là, je pense qu'on est sur une petite exhibe. Merci. Il y a Nicolas Normalement, Spidé à côté. les meilleurs joueurs du monde sont espagnols, si je dis pas de bêtises. M'étonne pas. Enfin voilà, c'était la petite. En gros, c'était un petit peu la question anecdote, la chose un petit Ouais, peu. on aime, C'est sympa, un c'est petit- très une belle un- histoire. La maison un des petit peu, sports, un peu bravo. curieuse, voilà, c'est House of Sports, bien sûr. Messieurs, donc là, je crois que je vous donne qu'un point, hein, parce que Ouais, vous avez ouais. beaucoup galéré. 2, 1. Qui suis-je? Messieurs, qui suis-je? C'est une spécialité, ça. Tom. Je suis né le 1er août 1968 à Pasadena, en Californie. Là, qu'il y avait Projet X. Ma carrière Big Bang pro Theory aussi. Ma carrière pro s'étend de 1991 à 2006. Je suis médaillé de bronze au JODT de 1988. Un jour, suite à une altercation avec un journaliste du Florida Today qui m'avait ignoré, je lui ai lancé une bouteille d'eau à la gueule. Pour me faire pardonner, je lui ai offert un costard italien. Dans ma fac, j'ai joué avec Greg Anthony et Larry Johnson. Ah non. J'ai participé au concours de Dunk NBA en 1992 en me classant quand même 7ème sur 7. Quoi ? Drafté en 1991 à la 9e place, j'ai joué à Atlanta, Détroit, Portland, Nouvelle-Orléans, Orlando et j'ai fini dans le staff de Denver faute à un contrat qui ne put se finaliser. Attends, je suis tellement à l'ouest. Attends, il est jour de drafté basket. par qui? Il est drafté par Atlanta.
parce qu'il est drafté en 1991 à la 9e place. Il a joué à Atlanta, Détroit, Portland, la Nouvelle-Orléans, Orlando et je finis dans le staff de Denver faute à un contrat qui ne put se finaliser. Je suis surnommé le Plastic Man. Stacy augmente. Stacy Augmon. Tu sais que. Putain, ça fait longtemps qu'on avait fait un quiz NBA, j'étais pas Ouais, dessus. putain. Mais non, mais c'est. Non, mais Je venais sur Greg Anthony. Ouais, Greg Greg Anthony. Anthony. Le, Bravo, bien non, mais joué, le bien truc joué. qui est fourbe, c'est que je vous dis pas dans quel sport c'est. Oui, mais c'est très bien. C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, ouais. Encore J'étais si on, sur un était boxeur, sur, moi. voilà, si on était sur un quiz NBA, ça aurait été peut-être un peu plus facile. J'aurais pas eu. Ah, je me souviens de son concours de dunk lamentable. Plastic Man. Plastic Man. Stacy augmente. De partout. Je vais vous faire un autre qui suis-je. Vas-y. Je suis né à Pointe-à-Pitre, là aussi en 1968. J'arrive en métropole en 1976 où je pratique le handball à l'US Créteil, juste avant d'y intégrer la section athlétisme. Bon, j'avance dans le temps et je suis sélectionné pour participer au JO de Séoul dans le relais 4x100 mètres. Jean-Charles Jouabal. C'est une mauvaise Oh réponse. non. Vous avez Jean-Charles Troisbal. Jean-Charles Troisbal. Je connais pas. Recordman du monde du 4x100 mètres avec l'équipe de France à Split. Bah non, j'étais pas né, donc non, ça me dit rien. Non, non, J'ai pas vu qu'en direct. non, mais Non, mais je rigole, c'était. non, mais- Napoléon, t'étais pas né, tu le connais quand même. Excuse-moi de mettre Jean-Charles 3 balles et Napoléon. Jean-Charles Troisbal, Marie-Rose. Non, mais non. Moi, je voulais la suite. Marie-Georges Buffet, peut-être. suite. mais- Vous avez le droit à combien de. Dans vos règles de qui suivent vous avez Non, le non, il n'y en a pas. donc- Ouais, ouais, Il y en a ouais. pas. Ok. Après, t'as le droit de buzz. mettre une petite indice en plus, quoi, voilà. Buzz. Donc j'avance dans le temps et je suis sélectionné pour participer au JO de Séoul dans le relais 4x100. Mais je finis 7ème avec mes camarades. Au JO de Barcelone, toujours avec le relais du 4x100, je me classe 4ème. Au championnat du monde de Stuttgart en 1993, je finis encore 4ème du 4x100 mètres, mais individuellement, je suis sorti en demi-finale du 100 mètres haies. J'avais Un bon français qu'on aime. ça. Ouais. Championnat d'Europe en salle, je remporte la médaille d'or du 60 mètres haies. En 1999, au championnat du monde, on finit 2ème du 4x100 mètres. Mon plus haut fait d'armes, je suis championne du monde en 2003 du 4x100 mètres et c'est moi qui lance le relais. Christine Aron. Non, Non, J'ai non. aucune idée. Ah non, attends. c'est moi qui lance le relais du 4x100 mètres, champion du monde en 2003. Patricia Girard. Patricia Girard. Patricia Girard, Patricia bonne Girard. réponse. Si. Qui disait, tu sais, c'était quoi la particularité de Girard? C'est qu'elle faisait l'amour tous les soirs avant chaque C'est compétition. vrai, elle disait Oui, ça. oui, non, mais c'était une. Enfin, moi qui ai traîné un peu dans l'athlétisme, c'était une bonne vivante. On veut Patricia Girard. C'était une. Mais en Salut, fait, hein. elle faisait de la haie, des haies. Ouais, Et ouais, C'est pour ça que tout à l'heure, vous êtes pas. Ouais, on était Je suis vraiment là. sorti en demi-finale du 100 mètres. ouais. Pour vous indiquer que Ça, c'était on une pensait femme. que c'était un mec et tout, bravo. Hein, tu nous- Bravo, nous as non, bien- c'est bien. Ah, c'est nous plus as bien fiche eu. de bâtard. C'était un mec au début aussi. Non, c'est ouais. plus qui Vous fiche de avez bâtard. bien- Non, mais c'est Patricia parce Girard. que vous êtes, c'est parce que vous êtes sexiste. Franchement, il y a eu la haie, j'aurais pu l'attendre. Jean-Luc Ouais, Attention, Salut aussi. Bienvenue sur Rire et Chanson, la radio du rire. Je sais pas s'il l'avait dans le top. C'est curieux. encore un qui suis-je ou je fais. Ouh, j'en ai encore. Faut qu'on finisse avec un qui suis-je, hein, c'est le. Ah, ça, c'est. Faut Voilà. toujours finir avec un qui suit. J'ai encore 1, 2, 3 qui suis-je et une mémoire sportive. Oh, Super, on se régale. Qu'est-ce qu'on s'aime Est-ce que vous voulez faire une Qu'est-ce mémoire, qu'on aime une mémoire C'est une sportive? photo. Ouais, c'est la photo. Mémoire sportive. Allez, vas-y. Non, allez, qui suis-je encore? Qui suis-je? Pardon. Non, parce que là, en fait, je me suis rendu compte que les sportifs et les sportives auxquels j'ai pensé, les 3 premiers, ils sont nés En 60. en 1968. Je suis né à Oujda, au Maroc. Je mesure 1m97. Je suis chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre du Mérite. En tant que pro, j'ai joué à Benazi Abdelatif Benazi, Oh, super, bravo. International français. Alors je continue, j'ai joué à j'ai le Cahors une seum. saison. Agen. J'étais Je encore joue sur de les chamelles Guéroux, je crois. 1989. Ouais, c'est pareil. Voilà, je joue- 1m97. je joue à Agen de 1989 à 2001 et au Saracens pour mes 2 dernières années. J'ai joué un match avec le Maroc Il vient de et j'ai eu particularité. 78 sélections avec l'équipe de France. Dans toute ma carrière en bleu, j'ai marqué 9 essais. Je jouais 2e ligne et 3e ligne centre. Je suis Abdelatif Benazi. J'y ai pensé à 2-3 jours, c'est pour ça. Ah, voilà. Vous êtes croisés en soirée. C'est quoi Abdel, si tu nous écoutes. Abdelatif Benazi, Point score. Patricia Girard, Nous, on a 3, Non, non. eux, ils ont 2. Ouais. 3, c'est 3-2. C'est 3-2. On va se faire Attends, la mémoire. Stacy augmente, Patricia Girard. Point. On va se faire la mémoire On avait le sportive. padel aussi. Mon On avait le petit. padel, Ah oui, padel, ah, ouais, ah, ouais, padel, ouais, Padel, ouais, padel, ouais. padel. Donc ça fait quoi? Ça fait 3-3? On Oui, sait- oui, ouais, pas ouais, trois. ouais, ouais, Patricia Je vais- Girard, on se souvenait pas d'elle. Voilà, exact. Oh, Oui. Patricia Girard, on se 4-3. souvenait pas d'elle. Elle est superbe, elle est superbe. Je vais devoir me lever Oh là parce que là. derrière moi va s'afficher une image relative au sport. Oh, voilà
coupe tout de suite. On la coupe tout de suite, Rizzo. Merci beaucoup. Je vais la laisser pendant entre 30 et 45 secondes. Mais les concurrents ici vont devoir la scruter, cette image. Et ensuite, j'aurai 8 ou 9 questions, je ne sais plus exactement, relatives à cette image. Et il faudra répondre. là. Je vais me je lever. prends à droite. Rizzo, tu peux balancer tout de suite, je vais faire le décompte. Vas-y. C'est parti. Il vous reste 30 secondes, messieurs. Prends à gauche. Hein. Il vous reste 30 secondes. Chacun a sa technique particulière. Non, non. Pour essayer de mémoriser, des fois, les gens prennent un côté, une hauteur. Ils prennent soit... Oh, je sais pas en fait comment ils font et je m'en fous. Moi, je pose les questions et je crée le quiz. Je peux même me mettre au milieu du plateau. Est-ce que ça les dérange si je twerk? Je ne sais pas. Il vous reste 20 secondes, messieurs. Je vous laisse encore un petit peu. Voilà, je vais même aller me rasseoir. Je vais aller me rasseoir. Ça m'embête. Wow. Ça m'a coupé d'un coup, ça m'a Ça stressé. va couper vite. Alors, là, on va être au buzzer, messieurs. Hein. Ah, bah on a remis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, coupe, Ah oui. c'est bon. Ils sont dedans. Ils sont putain, dedans. Vous n'avez rien noté sur les Ouais. papiers, bien évidemment. Un noté, frère. Non, non, mais. On va utiliser le buzzer. Hein. Ah. Messieurs. Ah. Quelle est la réponse à la question posée sur la photo? Ah, je me par Messi. Mauvaise réponse. La France. La France, c'est une bonne réponse. On verra la réponse après. On ne remet pas la photo. J'ai pas bien lu alors, apparemment. Ou alors, Moi, j'ai problème d'anglais, apparemment. Bon, ok. ou alors j'ai C'est pas les peut-être... Attends, je vais quand même regarder Ouais, la photo. mais Attends, 2 secondes. Je vais regarder la photo pour être sûr que j'ai pas fait une connerie. Bah non. Messi. 2000. Ah oui, merde. Attends. Ah ouais, je me suis fait avoir en Ah fait. merde, moi aussi alors. Et moi, c'est pas bon, moi, ce que j'ai dit? Ah merde, c'est qui a la bonne réponse alors? Moi, je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bien. Tom. Hein. Aucun des deux serait Moi, pas je- Modric plutôt? Ben non, 2000. Je vous dis pas l'année. Non mais attends, c'est le Moi, si trophée. c'est l'année là, Alors, je Golden. Vas-y. lancer la question. Vas-y, Ouais, vas-y. C'est des- Messi. Who will win the World Cup Golden Ball? Qui va gagner le ballon d'or de la... Enfin, qui va être Qui le va être meilleur marqueur? joueur? Qui va être le meilleur joueur de la C'est Coupe du Monde? Modric, alors. C'est Mais Modric. non, c'est 2010. Mais non, c'était C'est en 2018. Russie. Ah, c'était en Russie, ouais. Ouais. Ah, aussi. Ah, on fait des- Bon, en fait, personne n'a truc. Bon, personne n'a trouvé. Ah, c'était en Russie, mais parce que c'était les vieux maillots. Vas-y, Les vas-y. magnifiques. Autant pour moi. Je suis désolé, moi aussi je suis allé trop vite. Allez, vas-y, enchaîne. Point. Combien de joueurs ont un maillot rouge? Oh, Oh merde. Ouais, de mon côté, il y a un. 5. C'est une mauvaise réponse. 4. C'est Il y une en a mauvaise un de mon réponse. Hop, côté. il n'y a plus de bonne réponse. Il n'y a plus de bonne réponse. Vous avez Oh. chacun dit la vôtre. C'était 6. Ah, 6 joueurs, ouais, parce non. qu'on comptait bien sûr Ah, le maillot du j'en avais Portugal, deux hein, de je le mon côté. comptais, le maillot. Ah oui, putain. Je vais pas dire deux. tout ce qu'il y a. Attention, écoutez bien. C'est tellement nul à ça. Qui est à la gauche de Messi? Attends, à la gauche de Messi, c'est Ah, Cristiano Ronaldo. Ah pardon, j'ai oublié de buzzer. Il a buzzé pour moi. On l'accorde. On est sympa. Ça fait Bravo, un, Esprit. Mais bavure, hein. Belle bavure. un point. Avec mes excuses. C'était bien Cristiano Ah, bravo, Ronaldo bien joué. à la gauche de Messi. Messieurs, quel est le résultat quand on additionne les numéros des deux Belges sur la photo? Ouais, c'était ton côté. 17. C'est 17. Ouais, bravo. C'est Il a C'était De ton côté. De Bruyne, il a Côté. 17 De Bruyne et hasard. Hazard. Ah ouais, j'ai peu. un point, je sais plus du tout où on en est au niveau des Ah, scores. on va compter après, t'inquiète. Quels sont les 3 joueurs qu'on voit porter le brassard de capitaine? Il me faut les 3. Neymar, Messi, Messi. Ronaldo. C'est une bonne réponse. Bravo. En plus, collégialement, t'as vu ça? Ah, c'était très collégial. J'ai adoré. Note artistique. Attention. Quel est le joueur sur la photo qui a le numéro de maillot le plus élevé? David Silva. Ouais, 22. C'est une mauvaise réponse. C'est pas David Silva, je crois. Bah si. Non, c'est Isco. Tu m'as mis un doute là. C'est Isco. C'est Isco, c'est une bonne réponse. Gros, j'ai dit Isco. Mais attends, le gars là-bas à gauche, c'était. Ah, c'était C'est celui qui était Isco. tout au fond. C'est là. Isco. Mais il avait combien David 22. Ah non, Silva. Mais Ah oui, le 22, j'ai un Excuse-moi. demi-point ça. Excuse-moi. J'ai dire, tiens gros, tu m'as coupé, tu m'as fait En peur. fait, je pense à David Silva. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait Isco, donc oui, effectivement. Isco le 22. Attends, il y a 2 Espagnols. Et c'est Silva avait le 21. abusé. Ah ouais. Ah. Ah ouais, d'accord. Attention, là, ça va être. En fait, c'est la dernière question. Vas-y. La dernière question. Messieurs, citez-moi d'un seul trait tous les pays représentés. Allez, vas-y. S'il se trompe. Argentine, Portugal, Brésil, France. France, Attends. Belgique. Belgique, ouais, bien vu. Il en manque un. Et. Allemagne. Bavure. Bavure. Ah putain. Tu ne traites, t'as dit. Ah putain. On a le dernier. Comment ça, vous avez le dernier? Bah, il a pas dit l'Espagne. Je commençais Ah, avec si, il a dit. l'Espagne. ouais, Ah, mais il a dit l'Espagne, alors il il les a avait tout, hein. tous. Il les avait tous. Il y avait la C'est juste que France. non, mais c'est juste que je le voyais. La France, ouais. Et oui, La France. j'ai Ouais. pas posé. Vous pouvez Grisou. tu peux remettre Portugal, j'ai dit. la photo.
Ouais, t'as tout dit, je pense. Hein. Tu peux remettre la photo et effectivement, j'ai pas posé une seule question sur la Les France marques. parce qu'il y avait Non, c'est bon, qui j'ai dit. était, Les 3 Espagnols, les Belges. C'est juste que tu as voulu continuer, découpage, mais j'avais pas compris pourquoi. Eh, laissé un peu- Yannou, je laissais la un peu- dernière question. Ouais. T'as même pas demandé l'heure là-haut. Gros, j'attendais que ça. Ouais, Une heure moins le quart. ça, regarde là-bas. Ouais, Les Gold 100 goals. Ouais, 100, gros, je les Non. avais. Ça c'était trop mal. L'heure. Et là je trouvais que je savais pas comment ça allait rendre sur, c'est sur chiant, l'écran ouais, c'est et je pouvais pas poser J'étais de tellement question précise. j'étais dans les starting, une heure moins le quart. Alors, Non mais bon, je l'ai préparé vite fait. très bien, Oh, très bien. c'est Très bien. bien. Non, ce qui est très compliqué, parce se que régale. j'adore ce jeu, mais ce qui est très compliqué, c'est de trouver des bonnes photos en bonne définition avec plein de détails. Ça, c'est très compliqué. En général, t'as qu'un seul joueur ou une grosse tête ou un truc comme ça. Oui. Exactement. Tout à fait. Messieurs, il me reste 2 qui suis-je pour terminer Allez. cette émission. Le score. Égalité. Allez. On dit égalité Dans ou le vous êtes dans le... Oh, C'est pas, tu peux le mettre Bon, on leur peut-être laisse. dans le moins chat. 1, partons sur un moins 1. Le chat doit le savoir, le score. De toute façon, la dernière question compte pour tout le quiz, non? C'est une habitude ici. Dans Je sais pas. Va. La VAR, au chute l'arbitre, Ronaldo Ronaldo est est pas pas à gauche de Messi, apparemment. À la gauche. à la de gauche Messi. de Messi. Oh la régie, Non, t'as mais pas parce dit que Espagne. eux, non. Tout le monde dit que t'as pas dit Espagne. Hein. Moi, on est d'accord. T'as jamais dit Espagne, hein? Ah, moi, J'ai dit l'Espagne, qu'est-ce qu'il y a Ah, gros, regarde-le. Moi, pour moi, il a jamais dit Espagne. J'ai parce que commencé tout le monde avec dit l'Espagne. Espagne. bah, Merci le chat de il nous a pas dit. soutenir. Moi, j'ai bien compris. Tricheur, Espagne. Ah, moi aussi. Moi, j'ai compris Espagne au début. Pourtant, on est Moi, juste à pour côté. moi, il a tu vois, jamais dit on- Espagne, hein? J'ai pas commencé avec Parce que je me l'Espagne. suis dit, il a pas dit Espagne. Mais ton Ouais, micro a merci. coupé, je crois, à un moment donné, pendant c'est pour ça. le. Rizzo, vérifie bien si Ah, marque. ah, Le micro a coupé. Hein. Après, j'avoue qu'à un moment, il y a l'Allemagne qui est partie. Bon, c'est pas grave, on remet tout sur les 2 qui suis-je qui Allez, restent. vas-y, régale-nous. Allez. Messieurs, c'est au buzzer. Hein. Putain, allez, Polo. Je suis né en 1985 à Narbonne. Ok. Ma période de sportif de haut niveau s'étend de 2003 à 2017. J'ai 31 médailles en championnat de France. 5 titres de champion du monde. 5 titres de champion d'Europe. Pas une seule médaille olympique. Ah. Mes différents clubs ont été Font-Romeu, Canet, Marseille et Vanves. En 2013, Fabien Gillot. c'est une mauvaise réponse. En 2013, pardon. je suis marié avec, avec une ancienne Miss France. Mon record sur 100 mètres, c'est 52 secondes. Ah non, attends. Agnel. Non, C'est non. une mauvaise réponse. Je suis beau gosse. Mon truc, c'est le dos. sortait, le Je mec qui suis sortait, là. J'ai le Camille bâtard Lacour. de Canard. C'est le Camille Non, mais Lacour. moi, je Ah le fais ouais, jamais. putain, Bâtard, bah, t'es aussi, catastrophique en plus à l'antenne. Camille Lacour, Lacour. tout à fait, mariée Ah. avec Valérie Bègue, Valérie Bègue, je ouais. crois, voilà, ancienne Miss France. Bon, Beau palmarès, hein? ouais, oh non, mais très beau palmarès. Il est plus là sur l'émission de Marie et Portolano là, La France, le c'est samedi, là. Ah, j'ai Il était catastrophique. Très bien, on n'est salue, pas, hein. on n'est pas, en off, y a pas de souci. Ah, au bout d'un moment. On t'attend sur le plateau, hein, bien évidemment. Tu viens quand tu veux, Camille. Alors, dernier qui suis-je Dernier qui suis-je Attention, je ne suis pas né en 1968. Ah. Je suis né en 1966, Oh, à Mont-de-Marsan, Oh non, c'est pour Erwan, ça. dans les Landes. Dans les Landes. Oui, on s'en souvient de la N'importe quel endroit vanne. de la France, On se ça aurait souvient été de la pour vanne en off des Landais. Je mesure 1m80. J'ai commencé le sport avec le foot et le rugby, forcément, étant de Narbonne. Avant Non, de non, me- non, non. Non, il est de Mont-de-Marsan. C'est. Bah, dans les C'est Landes, il y a Lacour aussi, qui est de il y a aussi le rugby. Moi, j'ai fait beaucoup. Oui, mais t'as dit Oui. Narbonne. Mais non, Narbonne, c'est. Mais c'est ce que tu viens de dire. T'as dit, Je tu viens de viens de dire dire Ah, mais je viens de dire Narbonne, c'est normal, c'est une connerie. D'accord. Ça va. Je me lève dans 6 heures. Alors bref, j'ai commencé le sport avec le foot, c'est normal, je viens de Narbonne. Allez. Générique. Avant de me spécialiser pendant mon service militaire au bataillon de Joinville. Ah. Bien évidemment, Mmh. le sport qui fera ma carrière est le même que celui de Jim Furyk. Je savais que je Je vais savais. le tenter, je vais le tenter. Attends, gros, tente. Christian Van de Velde. Est-ce que je peux avoir le vrai prénom? Ah non. Ah ouais, Christian putain, Van de attends. Velde. C'était pas Christian. Pas Christian Non, non, Tu me attends. fais le prénom. Ah, moi j'avais lui accorde. donc. Oh, bah ouais, Ah ouais, comme il a ouais, bien bravo, fait. bravo. Je suis- Je sais pas qui c'est, Je suis, Christian ou je suis Jean-Pierre. 2 fois champion de France. En 2002, je me classe 19e des Masters. J'ai gagné 2 un étapes golfeur. de circuit européen. Il fait deuxième du British Chopin. Ouais, du British En Chopin. 1993 en 2006, je suis un épisode à moi seul pas de la Christian série Devel. sur Netflix intitulée Losers. C'est pas Et Christian, c'est je quoi suis Non, c'est pas justement, Christian. je suis très Jean Van de connu. Velde. Jean Van de Velde. Je suis très Bravo, connu Polo. pour avoir complètement raté Putain, mon père, il malheureusement sera fier de moi, là. l'Open britannique.
car il finit deuxième. Boulot Premier Ténoré. au dernier trou, les 3 coups d'avance avant J'ai d'enchaîner regardé le British les mauvais Open, coups. une fin incroyable. Il la met dans l'eau, non? C'est pas ça? Non, je Il crois fait qu'il de tout. va dans le bunker ou un truc comme ça. Non, non, rate il fait- sur un- Il fait de tout. Il fait de Son tout, et dernier coup, il après- a fait du parking du Buffalo Grill tellement qu'il a pété les plombs. Et après il part en playoff et malheureusement il perd. Il arrive à la 2e place. Je vous conseille d'aller voir ce Dans le Loser, il en épisode parle. dans Loser. Non, je sais pas. Sur Jean Van de Velde où il arrive à en parler alors que c'est quand même un événement dans le monde du sport Il y bien a sûr deux Français, il y a guillemets Soria Bonali et lui, je crois. tragique où Il a l'air de faire des saltos, elle aussi. bah en fait l'air de rien Son métier. Hein. l'air de Sur rien, Van de Velde, il c'est aurait cycliste, oui. Putain, c'est pour ça que je pense à lui. voilà mais ce qui est assez fou c'est qu'il est plus connu pour ne pas avoir gagné le British Open Attends, que de l'avoir gagné. Ouais, c'est Et fou, ça, ouais. c'est assez dingue. En plus, s'il avait été pour se qualifier au British cycliste. Open, il avait passé les qualifications. Enfin bon, c'était absolument incroyable. Merci les amis Merci d'Affaires beaucoup. Steve, Bravo. merci Polo, Merci, merci les gars. Thomas, Merci à vous. Je vais voir merci que c'est Manu, Christian Van de merci. Velde, ça. Et Ça encore, régalé. ah bah non, Merci. c'est fini, c'est plus l'anniversaire d'Erwan, malheureusement. Ah bah, il était temps. C'est la fin de cette journée sur le stream. Demain, vous retrouvez la matinale avec Norman et tous ses amis. Ils vont se lever tôt. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain à 22h30 pour votre émission hebdomadaire House of Sports. Et puis on se retrouve. Bon, on me retrouve aussi moi. C'est ça, c'est Demain, je vais live sur ma chaîne perso. Et vous, c'est quoi votre actualité, messieurs? Je crois Nous- qu'on va vous voir avec Zoulou. J'ai l'impression demain. Alors, putain. demain, on fait le live viré avec Zoulou. On va lui apprendre à jouer au basket. Ça promet grave. Soyez bien là, soyez avec nous de 14h30 à 16h30. Mercredi, en direct après le match PSG Real Madrid, débrief en direct ici avec toute l'équipe de Class Foot. Donc Manolo sera là, Thibaut sera là. Et on a envie d'inviter Bruce et Braque. On espère qu'ils seront disponibles. Et puis nous, on va commencer à aller sur les previews NBA assez vite. Donc voilà, restez bien connectés sur le stream, sur la First Team, sur la First Team Sport. Et puis voilà quoi. Voilà. Le vélo demain sur la. Demain pour parler de la Vuelta. Voilà. C'est génial, on s'est une très bonne dernière semaine. Je vous invite à regarder l'émission. Voilà. Donc merci aussi au chat qui a été particulièrement en forme ce À soir. combien on a fini là? On est à combien là? D'excellentes vannes. On doit être à 2009 ou 2008. On était à 2000 pendant toutes il y les a quelque chose 2002. dans- Bravo, merci à vous, régaler. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous donc lundi prochain House of Sports sur le stream 22h30 minuit. Ciao tout le monde, bye bye.